Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et je suis ravi ce soir d'animer un débat autour du fameux dossier du ranch Skinwalker dans l'Utah aux États-Unis, qui est encore le théâtre d'événements qui restent inexpliqués pour la grande majorité, à ce jour en tout cas. Et pour discuter de tout ça, on a la chance d'avoir un beau plateau ce soir, puisqu'on a Fabrice Bonvin. Salut Fabrice. Salut Jocelyn. Et Michael Vaillant. Bonsoir Michael. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir tout le monde. Et on a Laurent Kasprovics qui est avec nous également pour parler de ce dossier qu'il connaît. Et donc on va pouvoir Bonsoir tout être... le monde. Salut Laurent. Donc on vous propose d'abord une petite récapitulation en forme de slide. Fabrice va nous proposer, il a proposé une petite synthèse du dossier pour que tout le monde ait bien les éléments en tête, parce qu'il y a énormément de choses à dire autour de ce dossier. Et donc, pour mettre les choses un peu à plat, Fabrice, tu vas nous faire une petite synthèse du dossier en, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de minutes? Ouais, on va essayer de faire ça en 20 minutes. Ça va être un marathon. J'ai une vingtaine de slides. L'idée, c'est de faire un historique de ce qui a été observé, et puis aussi de voir entre quelles mains est passé le ranch, parce que le ranch est passé d'un propriétaire à un autre au gré des investigations, au gré de ce qui s'est passé. Donc, l'idée, c'est de remettre un peu le contexte du ranch, de voir ce qui s'est déroulé, et puis ensuite d'avoir un échange entre nous tous, si ça vous va. Absolument. Absolument. Et vous pourrez donc poser des questions. Je vous garantis pas toutes les questions seront traitées, mais en tout cas, vous pourrez poser des questions dans le chat et puis vous participez ainsi à la discussion. Donc, Fabrice, je te propose d'attaquer directement. À toi. Et donc, je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que tout le monde le voit? A priori, oui. Ouais, c'est bon. C'est C'est bon. bon. OK, parfait. OK, donc, on va commencer déjà par comprendre ce qu'est ce ranch, où il se situe, enfin, le contexte géographique et historique du ranch. Et puis après, on va plus s'intéresser à ce qui s'y est déroulé et qu'est-ce qui se déroule encore là-bas. Donc, en fait, on parle d'un ranch. On a plusieurs types de phénomènes qui se produisent. On a des observations d'OVNI. On a aussi des phénomènes de type cryptide, poltergeist, la crypto, des tricksters. On a en fait une sorte de Disneyland du paranormal. En tout cas, c'est comme ça que moi je le qualifie, ce ranch. Et il a cette particularité d'être la zone paranormale la plus étudiée au monde. On a d'autres endroits sur Terre. On pense par exemple en France au col de Vence. Mais là, aux États-Unis, effectivement, on a ce ranch qui, depuis des décennies, voire des siècles, abrite toutes sortes de phénomènes. Voilà. Donc, c'est un véritable laboratoire vivant d'études du paranormal et des ovnis. Et ce qui est intéressant avec ce ranch, c'est qu'il a été investi par le renseignement américain, en particulier par la Defense Intelligence Agency, qui a mené des programmes de recherche sur ces phénomènes. Donc, mais là, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite carte pour vous montrer où se trouve le ranch. Le ranch se trouve donc au nord-est de l'État de l'Utah. On parle d'un plateau là de 30 000 habitants. L'Utah, vous savez que la plupart sont des Mormons. Et ce qui est intéressant, c'est que 10% des gens qui sont sur ce plateau, en fait, sont des descendants d'Amérindiens, ce qui donne lieu donc à tout un folklore au sujet de ce ranch. Puis là aussi, on va y revenir. Et puis au niveau de l'activité économique de l'endroit, bah, c'est principalement de l'agricole. Donc on est sur de l'élevage. Ça aussi, c'est un impact puisque des mutilations de bétail ont été signalées sur le ranch. On parle aussi effectivement d'exploitation de gaz et de pétrole, comme c'est le cas par exemple au Texas. Voilà. Donc si on fait un zoom sur la carte, le ranch est situé à 150 miles à l'est de Salt Lake City, donc c'est à peu près 220 kilomètres. Le ranch à l'intersection donc de trois comtés. Et ce qui est intéressant, c'est que le ranch il est assez grand, il a une superficie de 2 kilomètres carrés dans une zone qui est très peu peuplée. J'avance. Alors,
Il y a plus de 200 ans, en tout cas, d'anomalies sur ce ranch. On a retrouvé des coupures de presse qui datent d'il y a plus de 100 ans, où déjà, à l'époque, des gens entendaient des bruits bizarres ou observaient des ovnis, des pans dans cette région. Donc voilà, rien de vraiment nouveau à signaler, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un héritage, en tout cas temporel, sur cette zone-là. On a sur le ranch ce qu'on appelle des homesteads, donc ces sortes de fermes, si vous voulez. Il y en a, je crois, 3 ou 4 sur le ranch, qui sont elles-mêmes des zones très actives en matière de phénomènes paranormaux, avec des observations de pans, mais aussi de phénomènes de type poltergeist, qui ont été rapportés soit par les militaires, soit par les scientifiques qui se sont rendus sur place. Au niveau du ranch, alors effectivement, on ne peut pas le décorréler, je dirais, de l'aspect historique de la région. Donc, on a eu aux alentours de 1776 les premières expéditions qui ont eu lieu sur place. Ensuite, il y a eu un décret, à peu près 100 ans plus tard, un décret présidentiel pour créer une réserve pour les Américains, les Utes. Et puis, peu de temps après, il y a eu un conflit avec les Navajos, et ce qui aurait donné lieu donc à ce qu'on appelle la malédiction du skinwalker. Voilà. Donc, on parle de ranch de l'Utah en français, mais en anglais, on parle beaucoup du skinwalker ranch pour dire que c'est une zone qui serait maudite. Je ne sais plus si c'est les Utes ou les Navajos qui ont jeté un sort à l'autre tribu. Et l'idée était d'avoir des êtres surnaturels. Je ne vais pas tellement en parler là dans la présentation, mais ce sont des êtres qui ont la capacité de se transformer, donc des êtres humains qui ont la capacité de se transformer en bêtes, on peut dire ça comme ça, en cryptides, dotés de pouvoirs surnaturels et qui causeraient donc du mal ou du tort à l'autre tribu. Voilà. Donc il y a toute Oui, une... on peut peut-être dire que skinwalker, ça veut dire marcheur de peau, littéralement. Ça fait Mhm. référence effectivement à des pratiques chamaniques Ouais. où des chamans enfilaient des peaux d'animaux, des choses comme ça. Ça part de là. Le mot vient de là, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Mhm. Ouais, tout à fait. En 1937, alors on peut remonter un petit peu de qui a possédé le ranch à quel moment, mais on sait qu'il y a la famille Myers en 1937 qui a acheté le ranch et le terrain. Et puis ensuite, le ranch passe entre les mains d'une autre famille, la famille Sherman, et c'est la famille Sherman qui commence à, je dirais, observer. C'était probablement déjà le cas avant, mais en tout cas à le notifier, à le documenter, des cas de mutilation animale, des cas d'observation d'ovnis, des cas de cryptides et de toutes sortes de phénomènes poltergeist. Et ils en arrivent, je dirais, à une solution un petit peu extrême, c'est qu'ils ne peuvent plus vivre dans le ranch. Ils ont beaucoup trop de pertes au niveau du bétail, donc d'un point de vue économique, c'est plus rentable. Et puis de toute façon, le lieu semble être maudit, d'après ce qu'ils entendent, d'après les traditions orales des Amérindiens. Donc, ils préfèrent vendre le ranch et ils le vendent à Robert Bigelow, donc qu'on voit ici sur la photo, qui est un entrepreneur dans l'aérospace, enfin, dans l'aérospatial, et puis qui achète le ranch pour $200,000. Bigelow, lui, il a un intérêt pour le paranormal, pour les expériences de mort imminente, pour la mort après la vie après la mort, mais il a aussi un intérêt pour le phénomène ovni. Et ce qu'il fait, c'est qu'avec plusieurs chercheurs, dont Jacques Vallée, mais on peut penser aussi à Al Puthoff et à d'autres, il crée une structure qui s'appelle le National Institute for Discovery of Science, qui n'existe plus. Hein. C'est une structure qui a une dizaine d'années d'existence et dont l'objectif principal était d'enquêter sur le ranch, sur ces phénomènes. Et là, on va y revenir. Et durant cette période, Bigelow est en contact avec Harry Reid, le fameux sénateur du Nevada, qui a lui aussi un fort intérêt pour les ovnis. Et Harry Reid réussit à mettre en place, je dirais, à trouver des fonds pour mettre en place une enquête avec la Defense Intelligence Agency et Bigelow Aerospace pour faire des recherches sur le ranch. Donc, en fait, c'est comme ça qu'a commencé le programme secret sur les ovnis. En fait, il a commencé sur le ranch de Skinwalker et ce qui a donné lieu ensuite à l'ATIP,
Et la type, comme vous le savez, a été révélée par l'article du New York Times de décembre 2017. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, sans Bigelow, sans Harry Reid et sans le ranch, on n'en serait pas où on en est actuellement en ufologie. Donc, ce ranch occupe une place importante dans l'histoire de l'ufologie. Voilà. Donc, les enquêtes ont lieu et je vais y revenir sur les résultats ou sur ce qui a été mené durant toutes ces années, autant par Bigelow que par la DIA. Et puis, en 2016, Bigelow décide de vendre le ranch à Brandon Frugal, qui est lui un magnat de l'immobilier. Il le rachète et puis il continue à faire des recherches, mais cette fois-ci, je dirais de manière totalement civile, puisqu'avant, c'était géré par des militaires, vous l'aurez compris. Et il en fait un show qui passe sur History Channel et qui s'appelle The Secret of Skinwalker Ranch. Et je crois qu'il y a déjà 3 saisons qui ont été déroulées sur la chaîne. Voilà un petit peu l'historique. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé sur place? Alors, le NIDS a fait une enquête. À l'époque, ils publiaient quelque chose sur leur site, mais leur site n'existe plus sur leur site Internet. Mais en gros, ils ont eu affaire à toute la panoplie de phénomènes qui ont été rapportés déjà par les Sherman, donc la famille qui habitait le ranch, donc observation de temps, phénomènes paranormaux, créatures semi-matérielles, mutilation animale et des bruits provenant de nulle part. Et l'existence du ranch a été rendue, je dirais, a été portée à la connaissance du public, surtout au travers de ce livre qui s'appelle The Hunt for the Skinwalker. Je crois qu'il a été traduit en français. Oui, c'est la science confrontée à l'inexpliqué. Science confrontée à l'inexpliqué au mercure dauphinois. Sauf que c'est pas une très bonne traduction, je dirais. À la base, je sais pas si c'est vraiment un bon bouquin non plus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une très bonne traduction. En tout cas, ça existe en français, hein. Ok, très bien. Bon, je l'ai lu en anglais. Il est intéressant dans la mesure où il relate les événements qui se sont passés sur le ranch. On apprend assez peu de choses sur les enquêtes qui ont été menées par NIDS et sur les résultats, mais plus sur des événements ou des occurrences paranormales ou d'observations d'OVNI. Voilà. Donc, cryptide. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques du NIDS, en particulier Colin Kelleher, a pu lui-même observer une de ces créatures. On sait aussi qu'avant cela, Tim Sherman, donc le propriétaire du ranch, a tiré plusieurs fois à bout portant sur une de ces créatures, mais ça ne produit aucun effet. Et ces créatures, en fait, sont des sortes de loups-garous, on peut dire ça. Des créatures qui ressemblent à un loup, mais qui font à peu près 3 fois la taille et qui semblent indestructibles. On reporte aussi des mutilations de bétail. Ici, vous avez une photo d'un cas qui a été bien documenté par le NIDS et qui a été publié sur leur site Internet, qui date du 10 mars 97. Il s'agit d'un veau qui a été mutilé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été mutilé alors que 2 personnes se trouvaient à moins de 100 mètres de la scène et qui étaient en contact avec l'animal 45 minutes avant la mutilation. Il y a eu des effets reportés sur l'environnement, donc les chiens se comportaient bizarrement. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, tous les organes ont été enlevés de manière chirurgicale. Il n'y a pas eu de sang dans l'animal, ni aux alentours, le tout en silence, ce qui est quand même incroyable, puisque vous avez 2 personnes qui étaient à 100 mètres du lieu du crime, on va dire. Et le vétérinaire qui est venu sur place n'avait aucune explication rationnelle à ce qui s'est passé. Puis comme on peut le voir sur la photo du dessus, les coupes ont été faites de manière chirurgicale, sans bruit, dans le silence. Apparemment, on peut le penser en quelques minutes, sans trace de sang, sans trace de pas, sans trace aucune. Donc voilà, un fait complètement inexpliqué. Intéressant aussi, c'est que le NIDS a mis en place toutes sortes de caméras qui enregistraient tout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme l'a dit le colonel Alexander, qui fait partie du NIDS, bien que de nombreuses anomalies se soient produites, aucune n'a pu être enregistrée. Donc, on retrouve ici l'élément, je dirais, furtif, élusif du phénomène, puisqu'on n'a jamais pu le prendre la main dans le sac. Et ça, vous retrouvez ça dans le livre du colonel Alexander, celui-ci n'a pas été traduit en français. Voilà. Ici, quelques traces, néanmoins, qui ont été révélées, des traces de pas, de cryptides.
Donc, encore une fois, peu de preuves physiques, mais des intrusions qui sont, elles, très physiques. Je vais avancer. Alors, voilà, je voulais mettre un petit focus là-dessus parce que le NEEDS a fait appel à des remote viewers, donc des gens qui sont capables de faire de la vision à distance. Ils se sont dit, ben, peut-être que les intuitifs ont des choses à nous apprendre sur l'origine et le fonctionnement du phénomène. Et puis, ces remote viewers, et on sait que l'un d'eux est Joe McMoneagle, c'est l'un des remote viewers les plus doués. Il a identifié une zone contenant une énergie inquiétante située au sud-ouest du ranch. Il faut savoir que les remote viewers partent de zéro. Donc, il me parle d'une feuille blanche. Il ne savait pas du tout qu'il s'agissait du ranch. Mais il a pu la décrire, la chaîne de montagne et l'emplacement des fermes. Et ça, vous le retrouvez aussi dans le livre The Hunt for the Skinwalker Ranch. En deuxième intuitif, a décrit une étrange énergie des vortex sur l'une des fermes. D'autres intuitifs ont décrit une connexion militaire impliquant une opération militaire et finalement aussi un réseau souterrain constitué d'équipements électroniques. Donc apparemment, l'armée aurait un rôle dans les manifestations qui s'y déroulent, selon ces intuitifs. Là, je ferme la petite parenthèse sur les intuitifs. Ensuite, alors voici Brandon Frugal, donc c'est le propriétaire actuel du ranch. Voilà ce qu'il a dit à NEEDS lors de la vente. Il a dit le Pentagone a mené un programme top secret sur le ranch durant 5 ans. Et ça, effectivement, on le sait. Donc, le Pentagone s'est offert les services de Bigelow Aerospace. Voilà, on a quelques documents qui ont fuité, mais il faut savoir que tout ce qui a été entrepris par NEEDS et ce qui a été entrepris par la DIA est resté en grande partie secret. Beaucoup d'Américains ont fait des demandes auprès de la Freedom of Information Act, donc la loi sur la liberté d'information, pour avoir accès à ces informations, à ces enquêtes qui ont été faites sur le ranch par la DIA, et ils ont tous essuyé des plâtres et des refus. Donc, on n'a qu'une vague idée actuellement de ce que la DIA a pu enquêter, mais on sait néanmoins que le programme a duré 27 mois, que plus de 50 scientifiques ont été impliqués, donc ce n'est pas rien. C'est à mon avis la plus grande enquête qui a été faite sur le paranormal depuis l'après-guerre. Il y a plus de 100 rapports techniques qui ont été rédigés. Comme je le disais, ces rapports sont toujours classifiés. Et le nom de ce programme, c'était l'Advanced Aerospace Weapon System Application Program. Donc, c'est l'ancêtre de l'ATIP. Voilà, donc là, vous avez un extrait dans des documents qui a fuité. Vous voyez que le contrat, effectivement, concerne Bigelow Aerospace Advanced Space Studies. Et puis, vous voyez que le contrat lie donc la Defense Intelligence Agency avec l'équipe de Bigelow. Ça, c'est très intéressant, ce slide. On va peut-être s'arrêter un petit moment là-dessus parce que ça vous détaille quand même le scope ou le périmètre d'études du programme de la DIA et Bigelow Aerospace. La ligne directrice des scientifiques était « Follow the data ». Donc, c'est de partir sans aucune préconception sur la nature du phénomène, essayer de ne pas perturber l'environnement et de l'observer selon la méthode scientifique. Voilà, on fait des hypothèses, on teste des hypothèses, on les réfute, on fait des observations. Et ils pensaient, quand ils ont commencé l'étude, avoir presque uniquement affaire à des phénomènes de type OVNI. Et ils ont été surpris par la dimension paranormale du phénomène. Donc, ils étaient plutôt, on va dire, sur une optique tous les boulons, on va dire ça comme ça, et ils se sont rendus compte que le phénomène OVNI, en fait, déploie ses effets ou s'exprime d'une manière qui va bien au-delà de sa physicalité et touche aussi à des aspects liés à la conscience. Donc, la DIA a eu plusieurs projets, a eu un projet qui s'appelle le projet Database. L'idée était d'alimenter 11 bases de données, de répertorier les effets physiologiques et paranormaux du phénomène. Et ça, c'est principalement Jacques Vallée qui s'en est occupé. Ensuite, il y a un autre projet qui s'appelle Physics. L'idée était de déterminer les caractéristiques physiques du phénomène. Ensuite, en troisième, c'est le Project Engagement. Là, l'idée était plutôt de recueillir tous les témoignages, les traditions orales, en particulier des Amérindiens, mais aussi toutes les informations qui pouvaient provenir d'autres chercheurs. On sait qu'il y a d'autres chercheurs de l'UTA qui avaient fait des enquêtes et
pas n'importe lesquels, hein, sur le ranch. Donc, c'était de collecter toutes ces données qui provenaient soit des traditions orales, soit des recherches faites par des civils, des ufologues. Ensuite, un autre projet qui ne concerne pas le ranch, mais je pense que c'est important de montrer qu'à l'époque, la DIA allait au-delà des activités, au-delà du ranch. Donc, ils se sont intéressés à toutes ces observations et ces incursions de Pan qui avaient lieu sur le 49e parallèle. Donc, vous pensez aux bases de missiles intercontinentaux de Malmstrom, de Minot, etc. Et l'idée pour eux était de récolter un maximum d'informations sur des militaires qui ont observé ces incursions d'OVNI au-dessus de ces bases de missiles intercontinentaux. Puis là, bien sûr, on pense au témoignage de Robert Salas avec le cas de Malmstrom en 1967. Et finalement, un autre projet qui s'appelle Colares, vous avez peut-être entendu parler des observations d'OVNI qui ont eu lieu à Colares, donc en Amazonie, à l'embouchure du fleuve de l'Amazone, proche de Belém, durant 1900, c'était en 77-78, où des ovnis sont apparus de manière massive durant une période d'1 an et demi, 2 ans, et ont littéralement agressé des pêcheurs, principalement de nuit, et ont causé des blessures, voire des décès à cette population désœuvrée, très pauvre, du nord-est du Brésil. Et ils se sont rendus à Colares pour déterminer le degré de menace et la dangerosité du phénomène. Voilà. Après, ce qu'on sait de manière très récente, c'est que le sénateur Harry Reid, donc, qui est à l'origine de ce projet, s'était vu refuser l'accès à un Special Access Programme, donc un Black Project, par le Pentagone, qui portait sur l'exploitation et la rétro-ingénierie d'un OVNI. Donc, si lui, il a instigé aussi ce programme de la DIA, son intention était de contourner ce refus et, via la Defense Intelligence Agency et le projet actuel que je suis en train de décrire, c'était de pouvoir rapatrier ce pan au sein des infrastructures de Bigelow Aerospace. Et on sait que Bigelow Aerospace, à l'époque, avait construit un hangar pour abriter ce pan. Voilà, alors ça, c'est pas fait. Mais on retrouve, je ne sais plus à quelle page du dernier livre, qui s'appelle Inside the US Government UFO Program Initial Revelations. Il n'a pas encore été traduit en français, mais il le sera peut-être un jour. Cette phrase de James Lakatsky. Donc, James Lakatsky est le responsable du projet de la DIA. Il a dit ceci, il écrit ceci dans l'ouvrage. Il dit « Les États-Unis sont en possession d'un pan. L'intérieur du pan a pu être étudié. » Voilà. Donc, il y avait cette idée aussi derrière le programme de récupérer ces épaves d'OVNI dont on parle autant en ce moment. Vous parlez de ceci, c'est important aussi, le hitchhiker effect ou l'effet autostoppeur. Beaucoup de personnes qui sont allées sur place, dont Lakatsky, ont été en contact avec le phénomène. Et une fois que vous êtes en contact avec le phénomène, en fait, il continue à vous poursuivre, y compris chez vous. Ça peut se manifester sous la forme de poltergeist et contaminer également vos proches. Donc, ce qui a été observé, ce sont des orbes, des entités, des poltergeists, et également le développement de maladies auto-immunes, voire neurologiques. Et ceci est la règle plutôt que l'exception. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui se sont rendues sur le ranch ne veulent plus se rendre sur le ranch, parce qu'il y a ce problème, il y a ce phénomène du hitchhiker effect, qui est bien décrit dans ce livre Skinwalker de Pentagone. Voilà. Je vais vous parler maintenant de ce qui se passe actuellement avec le ranch. Donc, comme je disais, il a été repris par Brandon Frugal. Il a mobilisé une équipe de scientifiques. Il a mis en place toutes sortes d'équipements pour pouvoir enregistrer, mesurer ce phénomène avec des drones, avec tout ce qu'on peut imaginer. Il a fait des études sismiques, il a fait des études des sols. Et ce qu'ils essayent de faire et ce qu'ils ont fait, ce qu'on peut voir dans l'épisode qui passe sur History Channel, dans la série, c'est qu'ils essayent de provoquer l'apparition du phénomène. Ils le font de toutes sortes de manières. Ils le font en creusant le sol, parce qu'apparemment, ça excite le phénomène, mais ils le font aussi en tirant des fusées, par exemple, ce qui a permis de provoquer des apparitions d'OVNI, qui ont été filmées d'ailleurs.
Voilà l'équipement à disposition. C'est beaucoup plus conséquent que ce qu'a fait le NIDS à l'époque. C'est vrai que la technologie aussi en 20 ans a évolué, mais on parle d'enregistrement d'infrasons, de géophone sismique, d'analyse de spectres de radiofréquences, de transpondeurs, de capteurs magnétiques, de détecteurs de pics électromagnétiques et des détecteurs de ions. Donc, c'est du gros matos qui a été investi. Qu'est-ce qui a été observé et mesuré? Beaucoup de pannes et des dysfonctionnements sur les équipements de mesure, des anomalies électromagnétiques, des effets physiologiques sur les personnes, des maux de tête, des nausées, des vertiges, des lésions qui ont même mené à des hospitalisations. Toujours observé les décès inexpliqués de bétail et pas mal d'observations devenues diurnes et nocturnes. Voilà, ici, vous avez un scan un IRM d'un cerveau d'une personne, effectivement, qui a eu des troubles. On a eu aussi des expositions à de la radioactivité. Enfin, pas mal de trucs pas très sympas, mais beaucoup de vertiges, beaucoup de désorientation, troubles de la vue, nausées, paralysie temporaire, faiblesse auditive, etc. Et tout ça, vous le retrouvez dans la série qui passe sur History Channel. Ça a été filmé, documenté. Voilà, des observations de Pan. Je vous parlais de ces fusées qui ont été tirées à maintes reprises de manière à susciter, à provoquer des apparitions d'OVNI. Voilà ce que dit Brandon Frugal. C'est intéressant. Il dit que le phénomène est capable de précognition. Il a cette faculté de capter nos pensées et nos intentions pour finalement anticiper nos actions. Il interagit avec nous. Il a accès à notre conscience. Ces intelligences ont probablement une diversité d'origines. Elles peuvent tout autant avoir des intentions hostiles que bienveillantes. Voilà, je pense avoir tenu le timing. Ouais, pas mal. J'arrête le partage. Merci Fabrice. Oui, c'est intéressant de rebondir sur la conclusion, là, Frugal, qui dit le phénomène, il parle du phénomène comme une seule entité, quoi. Et en même temps, il parle d'une diversité d'origine. Il y a une forme de contradiction. Il dit le phénomène est intelligent, interagit, comme si c'était un seul et même phénomène, finalement, que toutes les manifestations se regroupent derrière une seule, forme d'intelligence. Il y a des gens qui ont dit ça aussi. Oui, bien sûr. Ouais, bon, toutes les hypothèses sont ouvertes, hein. On parle beaucoup de vortex ou de portail. Je pense que c'est l'hypothèse qui est la favorite actuellement au sein de la communauté des chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène. Mais ils sont bien conscients qu'au-delà de l'aspect matériel du phénomène, qui est indéniable, puisqu'il produit aussi des effets, bon, non seulement sur les humains que sur le bétail, qu'il y a toute une dimension conscientielle où le phénomène joue avec nous. En fait, il joue au chat à la souris et il ne se laisse pas saisir, ou quand il se laisse saisir, c'est peut-être un petit peu qu'il le veut. Donc, on est vraiment dans cet aspect ostentation, élusivité que nous a habitué le phénomène OVNI. Et donc, il y a plein de choses qui font écho à d'autres dossiers, forcément, dans l'ufologie, hein, et dans le monde du paranormal, quoi, effectivement. Et ça, je pense que vous allez en parler aussi avec Michael. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde le sait. Donc, tu es ufologue, tu es un psychologue de formation, mais tu es connu chez nous comme ufologue, comme auteur, conférencier et directeur d'ouvrage, etc., notamment OVNI et Conscience, bien sûr. Donc, c'est un dossier que toi, tu suis depuis longtemps, depuis le début presque. Oui, Ouais, quasiment. Je me souviens qu'à l'époque, 90. j'allais sur le site internet du NIDS, donc c'était le tout début d'Internet. Oui, je le suis depuis le départ parce que je pense que c'est un lieu exceptionnel, un site exceptionnel. Et c'est vrai qu'au début, quand je m'intéressais aux OVNI, on parle des années 90, j'avais une approche très tôt les boulons du phénomène. Et puis, bon, Jacques Vallée m'a aussi ouvert les yeux, mais ce n'est pas le seul. Je pense aussi à Jean Sider. J'ai découvert qu'il y a tout un aspect qui est lié à la conscience. Et moi-même, je l'ai vécu en tant que témoin, hein. J'ai bien vu je dirais les effets, les conséquences du phénomène sur ma conscience. Et j'ai commencé enfin, j'ai compris qu'on ne pouvait pas étudier le phénomène OVNI sans créer des passerelles et des ponts avec ce qu'on appelle des phénomènes paranormaux, mais ça inclut aussi les expériences de mort imminente, ça inclut aussi le remote viewing et ça inclut je dirais aussi l'histoire du folklore en général. On sait que Jacques Vallée a écrit cet excellent livre Passport to Magonia, Chronique des apparitions extraterrestres en français, où il fait le lien entre les apparitions du petit peuple
Et les apparitions actuelles de rencontres rapprochées du troisième type, des humanoïdes, et puis on voit que les similitudes sont frappantes entre ces phénomènes. Donc, on peut pas isoler le phénomène OVNI et s'y intéresser qu'à l'aune, je dirais, de sa matérialité et avec des œillères. On est obligé de créer des ponts pour comprendre comment il fonctionne. Et c'est ce que j'ai fait en dirigeant justement l'ouvrage OVNI et Conscience. L'idée, c'était d'avoir une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et d'avoir des spécialistes dans chaque domaine de manière à essayer de cerner vraiment cette dialectique, cette relation entre les OVNI et la conscience. Et dans le Skinwalker Ranch, elle apparaît de manière vraiment prégnante, vraiment saillante. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Ok, il y a une question pour toi, mais c'est un tout petit peu hors sujet, donc je te laisse y répondre si tu veux dans le chat directement. On va donner la parole à Michael, donc qui a aussi un petit support, je crois, de présentation pour Absolument. nous parler de sa vision du dossier. Donc, Michael, toi, je rappelle que tu es un ancien consultant du GEPAN, que tu es un spécialiste en sciences de l'information, en data science, un informaticien. Spécialisé dans différents domaines, les banques de données, les bases de données notamment. Mm. Et bien sûr, tu suis aussi ce dossier parce que il est, comme on l'a dit, au cœur de toute une variété de phénomènes qui t'intéressent. Donc, Absolument. je te passe la parole maintenant, Michael. Merci. Écoutez, merci, je suis ravi de parler de ce sujet ici. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est presque, pour ce qui me concerne, hors périmètre, d'une certaine façon, parce que, comme tu l'as rappelé, Jocelyn, ma spécialité, c'est quand même la data science. Et là, on touche à quelque chose qui est finalement proche de l'humain, proche de la conscience, comme l'a rappelé Fabrice aussi. Et, mais il y a quelque chose autour, et ça, quand j'observe le terrain, c'est ces petites lumières qui s'est allumées, de l'environnement, pour ce qui me concerne. Je me suis posé la question de cette relation entre, comme je l'ai déjà fait dans le passé pour les pans classiques, entre ces phénomènes qui peuvent se produire là-bas et l'environnement. Et l'environnement, comme vous le voyez ici, ça c'est l'Arizona, c'est le Monument de Vallée. Il est brut, c'est-à-dire qu'il est peu touché par l'homme. On est dans des régions où il y a beaucoup de réserves indiennes en particulier. Et en particulier, ce phénomène aussi est un phénomène qui est en relation avec les Navajos. Alors, les Navajos sont installés euh, dans ce qu'on appelle ces quatre États là, qui forment les Four Corners. Et j'ai mis le point rouge qui est l'emplacement du ranch dans ces États-là. Et principalement, ce qu'on va observer, c'est que les skinwalkers se produisent dans ces coins-là. Pas simplement au Skinwalker Ranch, mais dans cette grande région. Et, euh, et il y a cette corrélation finalement avec ces tribus. Ces tribus qui, bien sûr, avaient développé aussi des mythes et des chamans, des formes de quelque part d'invocation, en tout cas de travail avec ces créatures, puisque c'est leur environnement. On a des loups, des renards, des coyotes. Voilà. Et c'est une créature qui est polymorphe, c'est-à-dire qui peut apparaître sous différentes formes et qui peut se transformer. Elle peut même éventuellement se transformer apparemment en aigle ou en oiseau. Et si on observe ce qu'on appelle plus largement ces créatures qui sont appelées des cryptides, ce qui m'a toujours étonné aussi dans cette relation à l'environnement, c'est on en voit beaucoup plus finalement en Amérique du Nord et un peu moins en Amérique du Sud qu'en Europe. Et pourquoi? Et là, j'en reviens à cette histoire d'environnement. Est-ce que finalement, il n'y a pas l'idée que on a ces zones, ces espaces qui n'ont pas été colonisés par la civilisation, qui sont restés vierges euh, de construction et sur lesquels on continue à observer d'anciennes cultures, alors les restes d'anciennes cultures, c'est-à-dire ces tribus qui vivent encore là éventuellement, mais sinon la nature qui est sauvage. Alors
Prenons un deuxième exemple, le Wendigo. Le Wendigo, alors c'est une carte que j'ai récupérée. On voit la zone sur la carte où on peut en observer. Et de la même façon, sur le Wendigo, une créature qui est humanoïde, mais qui va reprendre là des aspects d'animaux qui sont locaux. Donc l'orignal, qui est une forme d'élan, et le cerf de Virginie, qui se trouve sur la côte est, nord-est des États-Unis. C'est essentiellement dans l'aire de répartition, c'est autour des Grands Lacs et au nord des Grands Lacs, et ce sont des zones de forêt. Alors, si on regarde une carte du monde très rapidement, alors j'ai pas fait d'études cartographiques, hein, je le dis tout de suite, euh, on se rend compte finalement que ces créatures, et c'est ça qui m'a intéressé, apparaissent dans des zones qui sont encore une fois relativement peu peuplées et vierges de civilisation moderne, comme s'il y avait une forme euh, d'échappement, ou en tout cas la civilisation moderne faisait disparaître ces créatures. Et pourquoi? Mais je me suis posé la question euh, en rapport avec la conscience collective. Alors, conscience collective, c'est un vaste concept. On peut y mettre beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de penseurs qui ont travaillé sur cette question. La représentation que je vous montre là, euh, c'est assez rigolo. J'ai pris mon site web et j'ai demandé à ChatGPT de m'en faire une représentation. Donc mon site web, c'est Usfer. Et Usfer s'intéresse à l'environnement et le rapport entre l'environnement et finalement les phénomènes. Et aussi euh, des concepts comme la conscience collective, la culture, l'apprentissage, etc. Et il ressort cette représentation qui pourrait être une représentation de cette noosphère. On ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait même pas si elle existe. Ce n'est encore une fois qu'un concept. Mais ce qu'on peut imaginer, et en tout cas ce que j'imagine et ce que j'y projette en regard de, de mes travaux passés sur les phénomènes aérospatiaux, c'est un monde qui ressemblera à un réseau d'informations, bien sûr, mais aussi qui serait une espèce de monde parallèle qui ressemblerait à notre monde à nous, dans lequel on retrouverait une forme d'image à la fois de notre environnement, mais aussi des pensées des individus, des concepts et des idées. Donc ce serait un monde très dense et aussi fluctuant et qui suit d'une certaine façon euh, notre monde à nous, en termes de représentation, mais il pourrait être figé, et ça c'est encore une fois qu'une hypothèse, dans la mesure où par moment, il n'y a plus de conscience pour le penser, notre univers, notre monde physique dans lequel nous sommes. Cet univers d'information, peut-être dans ces endroits-là, n'évolue plus. N'évolue plus ou n'évolue que parce que il y a des observateurs qui sont là pour décrire l'environnement. Et c'est pour ça que, quand je disais, à un moment donné, on va retrouver peut-être dans des zones qui sont actives, des zones où on voit des villes, de la population, des choses qui bougent. On a finalement les anciennes cultures qui ont disparu, qui ont été remplacées par la modernité, et on ne retrouve plus ce genre de phénomène à ce moment-là. On ne retrouve plus de résurgence, j'ai envie de dire, de créatures étranges. Par contre, si on retourne dans des lieux qui n'ont pas été nécessairement touchés, ou qui l'ont été moins, où il peut y avoir encore des restes de rites, où des tribus vivent encore et reproduisent au travers de chamans ou d'anciennes histoires euh, j'ai envie de dire, ces mythes-là, qui continuent à les faire vivre, on pourrait avoir, dans ce cas-là, peut-être plus ce genre de résurgence sous forme d'archétype, puisque derrière l'idée de noosphère, on a Teilhard de Chardin, qui est un penseur, mais on a aussi Jung, qui ont pensé à ces idées-là, et à quoi pourrait être finalement associée cette idée de noosphère, et
on peut y retrouver des idées d'archétypes, c'est-à-dire des d'égrégores. Alors, je vais vous présenter un slide, attention, accrochez-vous, ça va être un peu plus technique. Sur ce slide, je représente une hypothèse de travail qui vous montre comment pourraient se former ces fameux archétypes et comment ils pourraient se matérialiser sous les yeux d'un observateur moderne, pauvre observateur qu'on voit sur la droite hein, en jean, qui n'y est pour rien. Alors, dans cette histoire, et on va la lire de gauche à droite, on a le temps qui s'écoule. Et au départ, il y a des tribus qui vivent sur place et qui essayent de comprendre la réalité dans laquelle elles vivent. Et la réalité, c'est quoi? C'est leur environnement. Et l'environnement est fondamental dans cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont voir des étoiles, elles vont voir des constellations, elles vont voir des arbres, des forêts, etc., des animaux particulièrement, qui vont influencer leur façon de regarder les choses. Et ces animaux, ces tribus-là ne vont pas savoir exactement si ces animaux ont une conscience, comment, si ce sont des êtres comme eux ou pas, et ils vont être intégrés à leur mythologie. Et on peut imaginer un sorcier qui va s'appuyer sur, quelque part, sa connaissance de l'environnement et sur les histoires qui lui ont été transmises pour donner ou faire vivre cette magie autour des animaux et donner un corps, c'est-à-dire une émotion. Et en particulier, on parlait tout à l'heure de vengeance, on parlait de sort, et éventuellement utiliser ces histoires, utiliser ces créatures mythologiques, imaginaires, comme des outils pour, d'une certaine façon, orienter les croyances de la tribu, mais aussi les influencer. Et éventuellement faire peur à l'ennemi en utilisant des artefacts, des façons de se vêtir et de s'habiller particulières. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans cette hypothèse, on voit sur la ligne du bas le monde physique, le monde réel. C'est ce que j'appelle la biosphère. Et dans la ligne du haut, la noosphère. Et à partir du moment où ce sorcier va penser, et comme nous aujourd'hui, à partir du moment où on va penser à quelque chose, on va d'une certaine façon le matérialiser. Matérialiser ces choses dans la noosphère, sous forme d'idées. Et cette chose, cette matérialisation, pourra avoir d'autant plus de force qu'elle sera à la fois répétée, éventuellement sous forme de prière, sous forme aussi d'accompagnement d'émotions, de l'intensité, j'ai envie de dire, quelque part de l'injonction ou des mots que pourront choisir ces personnes-là pour représenter cette forme, ou si elles pensent qu'elle est réelle, elle pourra d'une certaine façon, dans leur esprit, l'être, et conférer dans ce cas-là à cette créature une forme de réalité, même si bien sûr elle n'est pas physique. Et ensuite, ce mythe sera renforcé au cours des échanges avec la tribu, et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, ces tribus-là, elles vont disparaître. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces mythes et ces créatures ont existé dans un environnement donné. Et quelque part, ce renforcement, cette forme, quelque part, on peut dire, moi je le vois parfois presque comme une forme d'hypnose collective, c'est-à-dire où tout le monde s'est convaincu qu'elles existaient, même si elles ne les voient pas forcément, mais en tout cas, il y a eu une forme de transe collective autour de cette idée-là. Cette idée-là, elle est toujours là. Et elle est là, comment? Elle est là dans la noosphère, connectée à l'environnement. Elle n'existe pas ailleurs, elle existe ici, dans la connexion à d'autres idées. Les idées qui sont présentes, c'est les arbres, c'est la forêt, éventuellement, c'est les montagnes qui sont autour, etc., etc. Et un jour, bien plus tard, ces tribus ont disparu, donc il n'y a plus personne quelque part pour penser à ces créatures, évidemment. Quelqu'un vient visiter cet environnement. Et ce quelqu'un, c'est pas forcément n'importe qui, ça peut être une personnalité que j'appelle sensible. En l'occurrence, je dis ici une personnalité
qui pourraient être psychotiques. Alors ça, c'est des choses qu'on voit en psychologie clinique, c'est-à-dire que il y a certains types de personnalités qui sont plus sensibles à des phénomènes, entre guillemets, inexpliqués. Alors, sur le plan de la psychologie clinique, on va le mettre sur voilà, un cerveau qui va avoir tendance à imaginer des choses, à être fantaisiste d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, et ce que j'ai toujours dit aux psychologues cliniciens, c'est finalement d'où vient l'information. Pourquoi, quand vous avez un mec qui est allongé sur son lit et qui est paralysé et qu'il ne peut pas bouger et qu'il voit à ce moment-là que ce soit des extraterrestres, que ce soit une sorcière penchée sur son buste, qui le terrorise, pourquoi ce personnage? Pourquoi ces extraterrestres? Pourquoi cette sorcière? Et on va avoir là encore une fois, des archétypes, c'est-à-dire des personnages très typiques qui vont éventuellement revenir. Et la personne qui, à ce moment-là, observe ça et pour laquelle cette observation et ce vécu est réel, n'ont pas choisi telle ou telle créature. Et on pourrait penser, et c'est ce que je dis aux psychologues, si cette personne avait une faille ou des problèmes dans son enfance qui pourraient expliquer, on va dire, euh, ses apparitions, ses hallucinations, si on devait mettre le mot hallucination dessus. Bah, pourquoi pas des choses plus simples comme une créature, je sais pas, un homme en noir. Voilà, quelque chose de plus simple, de plus accessible à la conscience de cet individu. Pourquoi aller choisir des choses aussi exotiques que des créatures étranges, animales parfois, que cette personne ne connaît pas, ou des extraterrestres. Voilà. Ça, je pense, il y a une piste ici. Alors, je ne parlerai pas des abductions, mais on pourra en reparler. C'est un sujet qui est connexe pour moi, pour certaines en tout cas. Il y a une piste ici, c'est que ces personnes-là vont faire ces observations en étant dans l'environnement ad hoc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une relation entre ces apparitions et l'environnement. Et il va y avoir autre chose. Il va y avoir souvent, et ce que j'ai pu observer au travers de cas dans le GEPAN, un élément déclencheur. C'est-à-dire, cet élément déclencheur, c'est ce que j'appelle ici un choc dissociatif, c'est un élément de sidération, de peur, de réflexion, qui va amener la personne, finalement, à abdiquer de sa pensée normale, rationnelle, à un moment donné, et de laisser rentrer de l'information dans son cerveau, et laisser cette information, finalement, pousser et s'étendre dans son cerveau, et provoquer une forme d'observation. Et je dis une forme d'observation, j'ai pas envie de dire vraiment hallucination, mais je dirais dans ce cas-là, une observation d'une information qui serait présente dans la conscience collective et dont l'observateur serait quelque part le canal. C'est-à-dire la personne, bien malgré elle, qui serait le projecteur et le support à cette observation. Et parce qu'il s'est trouvé, pas n'importe où, parce qu'il s'est trouvé dans cet environnement, dans ce lieu-là, où il y avait d'anciennes cultures qui ont effectivement projeté, à une certaine époque, certains types d'informations, certains types d'idées. Et pourquoi il se connecte là à la noosphère? Parce que effectivement, il est lié à cet environnement, et cet environnement existe toujours dans la noosphère. Il n'a pas été changé. C'est-à-dire que si cet environnement avait été atteint, cet environnement physique, il n'aurait pas la possibilité de s'y connecter. Alors, ça me fait penser, et j'aime bien cette histoire, et on l'a dans l'air du temps, cette idée-là. On l'a, par exemple, dans l'histoire de Mon voisin Totoro. Vous connaissez certainement ce dessin animé, mais c'est la thématique de l'impact de la civilisation sur l'imaginaire et les créatures, finalement, mythiques. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a plus personne pour penser ces créatures, et à partir du moment où l'environnement, qui a été le support de cet imaginaire, a disparu, finalement, cet imaginaire ne peut plus se connecter à l'homme moderne. Et ces entités, quelque part psychiques,
ces croyances collectives, ces patterns, etc., n'ont plus le canal ou le chemin pour aboutir à notre réalité, dans notre réalité. Et c'est une belle illustration, je trouve, même si effectivement elle est peut-être assez loin de notre sujet, elle n'est pas très scientifique, mais elle est connectée d'une certaine façon. Alors voilà un deuxième schéma qui reprend l'idée précédente, mais là je détaille step by step, j'ai envie de dire, étape par étape, ce qu'il se passe en termes de connexion dans la noosphère. Parce que ce que j'imagine derrière, finalement, si on pense la noosphère comme un réseau d'informations, c'est comment ces informations se connectent et se déconnectent au fil du temps et comment elles peuvent arriver à nous, d'une part, et puis d'autre part, comment le phénomène dont on a parlé tout à l'heure, le hitchhiker phénomène, peut se produire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien demandé, finalement, peut devenir le récipiendaire de ces informations et se payer les phénomènes, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un peu comme une glu, cette histoire. C'est-à-dire que ce phénomène, ces phénomènes vont se lier à la fois par de l'information, c'est-à-dire on parle de l'environnement, c'est-à-dire d'informations d'une certaine façon objective, une description, et d'autre part par des émotions. Et on parlait de ce chaman, par exemple, qui projetait une idée de cette créature, il en faisait une créature terrible, avec une émotion qui était négative. C'est cette émotion négative qui va aujourd'hui arriver sur les individus qui vont les observer. C'est-à-dire que il va y avoir non seulement la charge d'information en termes d'information descriptive, mais aussi la charge d'information en termes d'émotion. Alors, ça, vous pourrez reprendre cette présentation, ce slide, je ne vais pas trop m'étendre. Simplement, ce qui va se passer, là, ce que j'explique, c'est que il y a un certain nombre de connexions au travers de l'environnement qui se produisent. Il y a un effet d'appel. Donc, il y a un breaching event pour moi. C'est-à-dire que ce breaching event, c'est l'éclair que je décris ici. C'est-à-dire que le témoin va avoir peur à un moment donné pour une raison X ou Y qui n'est pas forcément connectée avec un phénomène paranormal, qui peut être simplement sous la pression émotionnelle de ses collègues, une ambiance, un effet d'entraînement, une lumière dans le ciel qui peut être une lumière bizarre, ça je l'ai observé, c'est-à-dire un phénomène en deux temps, il se passe quelque chose d'à peu près pas forcément explicable directement, mais d'à peu près explicable, mais qui va entraîner chez le témoin une forme d'incompréhension, un questionnement, et ce questionnement, cette interrogation, va entraîner cet effet d'appel. Et alors, ce que j'appelle a call effect, un effet d'appel, va être en particulier modulé par ses émotions, et ses émotions et son état hormonal. Alors ça, c'est un sujet que je ne développerai pas ce soir. J'en ai un petit peu parlé dans une émission précédente de Vertical Project, mais on va voir que en fonction par exemple, de l'âge du témoin, il va y avoir certains archétypes qui vont plus se former que d'autres. Il va y avoir un âge, par exemple, pour les apparitions mariales. Il va y avoir un âge pour les apparitions de démons, type incube, succube, entre, on va dire, 16 et 21, 22 ans. Il va y avoir un âge pour tout ce qui va concerner, là on parle des organes sexuels, on va parler des organes, par exemple, de reproduction, génitaux, et là on sera sur plutôt les abductions avec des extraterrestres qui vont faire des expériences sur les organes génitaux, entre 20 et 35, 40 ans, sur un âge de reproduction. Il va y avoir donc, à chaque âge, globalement, et on peut parler aussi de la respiration, avec ces créatures qui vont être sur les poumons, donc on a une connexion d'une certaine façon entre des organes, des zones du corps et, j'ai envie de dire, un état hormonal, mais qui est aussi un état au niveau du cerveau, puisqu'entre les hormones qui sont émises et le cerveau, on va avoir une forme de réciprocité au niveau des neurotransmetteurs. Bref, il y a cet effet de réponse.
l'événement prend fin, l'observateur s'en va, et il a cette charge avec lui, c'est-à-dire qu'il a cette charge mentale et émotionnelle. Et il l'a prise en lui. Et il s'est connecté à la fois au niveau de son cerveau, mais aussi dans la noosphère. Il est devenu connecté au phénomène. C'est-à-dire que la noosphère a créé une connexion entre, on va dire, ce qui représente cet individu dans la noosphère et ce qui représente la créature dans la noosphère, au travers de la bulle verte ici qui est l'environnement. Et cette connexion, quand il va raconter son histoire, et en particulier auprès de proches, il va la créer aussi dans la noosphère auprès de ses proches. Sauf que auprès de ses proches, elle sera certainement atténuée. C'est-à-dire qu'il va pas, les proches auxquels il va en parler, il va éventuellement leur communiquer une émotion, éventuellement leur communiquer une description, mais pas nécessairement la description de l'environnement. Ils ne seront pas dans l'environnement. Donc on peut imaginer que il va y avoir un effet rebond, mais qu'il va y avoir un effet rebond amorti. Voilà. Euh, pour conclure, il y a quand même pas mal de connexions autour de cette idée-là. Euh, il y a des idées autour du gène égoïste, la façon dont les informations, notamment culturelles, se propagent de façon virale. On a parlé des archétypes, bien sûr. Euh, on peut poser ou imaginer des hypothèses sur des mondes parallèles et des mondes d'information qui décriraient cette noosphère. On ne va pas revenir dessus ce soir, il y a plusieurs théories. Tout cela est hypothétique, il ne faut pas penser que c'est acquis, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Il y a des idées de synchronicité, et c'est toujours aussi connecté à des idées de propagation, d'égrégores, de légendes urbaines et de folklore. Il y a des choses très intéressantes pour des sociologues, et en particulier, moi je pense qu'il y a des expériences à faire. On a parlé de Brandon Fulgal, c'est assez rigolo parce qu'il y a un an de ça, je me suis mis en contact avec lui, et je lui ai proposé mes services. Et il avait dit oui, et sauf que par manque de temps, je n'ai pas, je n'ai pas, d'une certaine façon, pris la balle au bon. Vous savez, il y a eu UIP Check, il y a eu beaucoup de choses ensuite, euh, mais je suis persuadé qu'il y a plein de choses à faire, et en particulier sur la question de l'attribution, c'est-à-dire que ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie claire pour séparer ce qui pourrait être un phénomène psy d'un phénomène non psy ou d'un phénomène hybride, ici mixte. C'est-à-dire que pour moi, cela nécessite vraiment un regard très précis à chaque fois sur la nature de l'observation. Est-ce qu'on peut considérer que cette observation, dans tel cas, elle est purement mentale ou pas purement mentale? Est-ce qu'il peut y avoir un aspect physique? Est-ce que s'il y a un aspect physique, cet aspect physique peut aussi être induit par l'observateur? Ce que je ne sais pas dire aujourd'hui, c'est si l'observateur qui devient le support, et si on va dans des théories ou des hypothèses d'univers parallèles, est-ce que cet univers peut finalement, avec peut-être des particules virtuelles, vraiment influencer notre univers de façon matérielle? Est-ce qu'il peut y avoir une implication matérielle? Je ne sais pas. Je laisse tout ça ouvert. Bien sûr, tout ça, c'est qu'un aspect du phénomène. Je ne veux pas réduire encore une fois. C'est une hypothèse. Il y a peut-être d'autres hypothèses explicatives. Et puis après, il y a des expériences à faire. Je pense que tout ce qui est état de conscience modifié dans des environnements connus pour leurs témoignages peut être intéressant, et en particulier dans ces cas-là, d'utiliser des outils pour lire les ondes cérébrales des observateurs et essayer de voir ce qui se passe au niveau du cerveau à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les cerveaux passent en ondes lentes et rapides en même temps? C'est-à-dire, c'est des états qui sont liés, ce que l'on sait, à la méditation, mais ce sont des états aussi liés à la rêverie et au semi-sommeil, où, d'une certaine façon, on est à la fois observateur et à la fois endormi. Et ce sont ces états, pour moi, qui sont des états hybrides au niveau des ondes mentales, qui sont susceptibles d'être le support de ces observations. C'est là où il y a de l'information qui arrive. Euh, et enfin, réalisation d'études, c'est-à-dire qu'on le voit, on peut imaginer projeter sur des cartes ces phénomènes. Donc, si on arrive à les cartographier, il faudrait voir ce qui se passe au niveau des archétypes et en particulier des relations sur les cartes entre ces archétypes et les anciennes cultures et de voir si on retrouve quelque part ces corrélations. Voilà, merci pour tout. Merci, Michael. Est-ce que tu peux laisser ta dernière diapo, s'il te plaît? Là, ok.
D'accord, juste pour rebondir, parce que il y a un risque d'ambiguïté, là, à mon avis, quand tu parles de phénomène psy, en principe, c'est écrit PSI pour faire référence aux phénomènes inexpliqués paranormaux, hein, et on utilise la lettre psy, PSI. La lettre, Ah, la lettre- non, c'est pas. J'ai voulu vraiment mettre psychologie clinique, mais voilà, au sens où ça se passe dans le cerveau de l'individu, d'accord. et au sens où le phénomène est une projection de l'individu. Donc Euh, on parle de phénomène psy au sens psychologique. Au sens psychologique, mais qui toucherait en parallèle à, à quelque chose, à l'information qui ne serait pas totalement du ressort de l'individu. C'est-à-dire son cerveau devient un canal. Et effectivement, ça peut être les deux psys, tu as raison de ce point de vue-là, Jocelyn. Mais j'insiste quand même sur l'aspect clinique, c'est-à-dire que nous, ce qu'on peut accéder aujourd'hui, c'est le cerveau et c'est le témoin. Donc, à ce moment-là, ce qui serait intéressant de voir, c'est quelles sont les typologies de témoins aussi. Est-ce qu'on a bien ou pas des témoins qui sont plus sensibles, par exemple, de nature psychotique, comme je disais. Ça peut être une typologie de témoin, mais pas que. Il y a peut-être d'autres choses. D'accord. Merci. Donc oui, tu peux enlever le partage d'écran, qu'on puisse Ouais. passer à la partie débat, sachant que je te fais quand même à nouveau rebondir avant de passer la parole à Fabrice et Laurent. Tu fais référence alors ta grille de lecture, elle s'applique là aux cryptides, mais j'imagine qu'elle est valable pour tout le phénomène, toutes les variantes, tous les aspects du phénomène, hein. Ouais. Le Ouais. raisonnement est le même, je suppose. Tu fais référence à des concepts comme la noosphère, l'archétype, qui sont des concepts de philo, de psycho, et en même temps, tu parles d'égrégore. Et là, on est plus sur un concept vraiment ésotérique, quoi. Égrégore, ça s'emploie pas en sciences humaines, à ma Non, connaissance. on dirait plutôt archétype, tu as raison. Euh, Tu prends mais tu prends un certain risque à mélanger ces notions-là. Tu fais pas référence à une notion qui, à mon avis, serait opérative là. Et je pense que Laurent va confirmer qu'il y a une notion d'imaginal. Hein, et pourquoi je dis égrégore, tu as raison, parce qu'effectivement, euh, il y a ce mélange entre la réalité et d'une certaine façon l'archétype, c'est-à-dire qu'on perd de vue la limite et c'est vrai que d'un certain point de vue, on peut parler de psy, PSI. Et c'est vrai que si je devais l'écrire dans une revue scientifique, ce genre de document ou de papier, je ne parlerai pas d'égrégore, c'est très clair. Mais maintenant, d'une certaine façon, pour moi, malgré tout, il peut y avoir une relation avec ces égrégores. Et il y a une relation avec ces égrégores. d'accord. Fabrice, j'aimerais bien ta réaction. Et puis ensuite, Laurent, bien sûr. Fabrice, tu connaissais déjà cette analyse de Michael? Non, 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 je la trouve très intéressante. Je dirais qu'elle est pas totalement nouvelle. Je retrouve des idées que j'ai pu retrouver dans la littérature ufologique chez certains auteurs, mais je la trouve particulièrement bien, assez élégante, Michael, la manière dont tu amènes les choses. Il y a deux choses qui m'ont frappé. L'aspect hormonal, effectivement, est très peu discuté en ufologie. Euh, si je prends mon cas à moi, j'ai eu beaucoup d'observations et de phénomènes paranormaux de manière générale qui m'ont concerné, expérience de mort imminente, télépathie, observation d'OVNI, et j'en passe. Et tout ça a eu lieu, je dirais, au début de l'adolescence et s'est terminé vers l'âge de 28 ans. J'ai eu après d'autres observations. Effectivement, j'ai eu une concentration, si tu veux, sur une certaine partie de ma vie. Et souvent, je me suis posé la question, pourquoi à ce moment-là et pas avant et pas après, etc. Et j'ai toujours intuitivement eu l'idée que c'était lié aux hormones. Donc, je Hmm. pense que c'est une piste à creuser, je trouve ça intéressant. Après, par rapport à tes réflexions, j'aimerais que tu m'expliques comment tu intègres la physicalité du phénomène voilà, dans cette hypothèse et ces idées, puisque comme je l'ai montré ici, le phénomène est très physique. Hein. On a vu des mutilations de bétail, on a vu des effets sur les témoins, la végétation, etc. Donc, comment est-ce que tu intègres ça à ton hypothèse? Ouais, je pense que c'est là où on peut avoir des aspects hybrides, effectivement.
très, très sincèrement, à partir du moment où, et encore une fois, il y a eu des cas comme ça au Japon où on a un phénomène qui est peut-être un phénomène explicable euh, et physique qui se produit et qui crée chez le témoin, voilà, un état de conscience d'une certaine façon modifié à son insu, parce qu'il se rend pas compte, mais il switch. Donc il y a de la stupeur, il y a de l'étonnement, il y a de l'interrogation, et il part dans une réflexion. Et à ce moment-là, quelques minutes plus tard, tac, il y a un autre phénomène qui n'est pas forcément connecté au premier d'ailleurs, et qui peut être beaucoup plus intense et beaucoup plus extraordinaire. Et je pense que ce n'est absolument pas, j'ai envie de dire, antagoniste. Au contraire. C'est-à-dire que ça devrait aller souvent de pair, surtout, vous connaissez le concept de la colline de l'étrangeté, et surtout et d'autant plus que, il y a un phénomène étrange physique qui, à un moment donné, fait perdre les pédales au témoin. C'est-à-dire qu'il n'a plus de repères, il ne sait plus quoi penser, et il se retrouve effectivement subjugué. Et à ce moment-là, cette subjugation est, à mon sens, propice à entraîner d'autres phénomènes ou d'autres dommages collatéraux, si on peut les appeler dommages, mais en tout cas à ces connexions. Donc, et c'est vrai que c'est une vraie question. Bah, par exemple, on parle tu as parlé de mutilation de bétail. Il faudrait voir dans chaque cas, et c'est là où je dis vraiment détaillé, mutilation, qu'est-ce qu'il y a eu autour de cette mutilation? Est-ce qu'il y a eu un phénomène autre que la mutilation? Est-ce qu'il y a eu un phénomène physique? À un moment donné, il n'y a que des observations. Moi, j'en ai lu sur le Skinwalker, ils n'ont rien enregistré. Et ils ont simplement, ils ont eu très peur, voire extrêmement peur, et ressenti des choses, par contre. Et ces phénomènes-là, il faut bien se le dire, dans la façon dont moi je les pense, c'est-à-dire que les ressentis peuvent être bien plus intenses qu'une expérience physique réelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire complètement décoller. Et c'est pas rien, c'est-à-dire qu'ils sont tellement forts que pour le témoin et l'observateur, ces phénomènes sont réels. Et pour moi, j'ai envie de dire, je n'aime pas trop le terme hallucination, ça correspond à une réalité. Mais où cette réalité, comment cette réalité survient. C'est D'accord. le problème de l'objectivité relative de cette réalité, effectivement. Qui le perçoit, pourquoi certains le perçoivent et d'autres non, comme tu as dit dans les apparitions mariales. C'est Il y a ça. l'aspect âge. Il y a eu une remarque dans le chat qui disait que peut-être c'était des âges ou bien des niveaux d'hormones, mais aussi peut-être la mort de certaines croyances qui faisaient qu'on était prêt à accepter certains phénomènes à certains âges et moins ou plus à d'autres. Enfin, Hmm. ça reste ouvert. Alors, je voudrais qu'on entende Laurent quand même avant de vous redonner la parole, les amis. Ouais. Laurent, donc, qui est sociologue de formation, qui a co-dirigé le livre Phénomène avec Romuald Le Terrier, où ces questions sont abordées et qui vient de publier donc les coups de fil de l'au-delà chez Très Daniel. Laurent, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et j'imagine que tu connais un peu le dossier aussi. Tu fais Oui, avec d'autres merci. Bah, dossiers. écoutez, je vous ai écouté et j'ai pris quelques notes. J'avais prévu de dire d'autres choses, mais elles ont déjà été dites par les intervenants précédents, brillamment d'ailleurs. Euh, je suis assez d'accord avec cette idée de noosphère, etc., évoquée par Michael. Euh, c'est vraiment pertinent. Attention quand même à l'utilisation qu'on fait souvent peut-être du terme archétype. Chez Jung, les archétypes, ça définit autre chose que des images archétypiques, hein, ou des images ou des figures. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est plutôt des figures archétypales que les archétypes au sens jungien. Ça, c'est un peu autre chose. D'ailleurs, je vais y revenir dans quelques instants. Mais je voulais revenir sur le lien entre paranormal et ovni. Alors là, on le voit sur un terrain donné, puisqu'on a des ovnis et des phénomènes paranormaux. On l'a vu aussi sur les lieux du Point Pleasant dans les années 60, hein, avec l'apparition du Mothman, de l'homme papillon. Tout ça, ça a été relaté par John Keel, hein, pour les auditeurs, nous le savons, mais pour les auditeurs, ça a été relaté par John Keel dans La prophétie des ombres, notamment un livre très célèbre.
Mais en règle générale, il y a un lien entre ovnis et phénomènes paranormaux. Il y a une étude qui a été faite récemment par la Fondation Edgar Mitchell sur plusieurs milliers de témoins d'ovnis, hein, d'apparitions d'ovnis. Alors, ces personnes, ces témoins, sont beaucoup plus sensibles que la population générale aux expériences de type NDE ou de type sortie de corps. Donc, on a quand même un lien déjà entre les deux, en règle générale, voilà, entre ces deux expériences, paranormal et ovni. En d'autres termes aussi, on peut voir ce lien avec, par exemple, le phénomène que j'étudie moi, le phénomène des coups de téléphone post-mortem, les phone calls from the dead. Vous avez déjà dans l'étude de John Keel qui était sur le terrain à Point Pleasant, où il y avait à la fois des phénomènes de type poltergeist très étranges, mais également l'apparition de l'homme papillon, mais également l'apparition de lumière dans le ciel, et donc de phénomènes de type ovni. Eh bien, lui-même était victime de phénomènes pas possibles avec ses téléphones. Le premier auteur ayant réfléchi sur les phone calls from the dead, des coups de téléphone des défunts, ce qui s'appelait Scott Rogo dans les années 70, lui-même avait recueilli des cas où on avait à la fois une observation d'ovni et dans la foulée des phénomènes très étranges avec les téléphones. Bref, tout ça nous mène à la question de savoir, en règle générale, est-ce que ces phénomènes, parce que c'est la question qu'on a posée tout à l'heure sans vraiment la dire en ces termes-là, est-ce que ces phénomènes qu'on décrit et qu'on voit que finalement, ils ne sont pas aussi séparés qu'on le pensait, hein, il n'y a pas d'un côté les ovnis, de l'autre le paranormal, eh bien, est-ce que ces phénomènes sont exogènes, hein, c'est-à-dire qu'ils nous viennent de l'extérieur, ils s'imposent à nous de l'extérieur par une entité exogène ou par des entités exogènes à nous, c'est-à-dire autres, ou bien est-ce qu'il est endogène? Est-ce que c'est nous qui sommes les co-créateurs de ces phénomènes-là? Et c'est ça que c'est là-dessus qu'on s'interroge en vérité, et ceux qui sont le plus en pointe sur ces sujets-là, c'est la seule question qu'on se pose véritablement. Est-ce que nous sommes les créateurs de ces phénomènes inconsciemment, ou alors est-ce que nous sommes plutôt ceux qui les subissons? Voilà. Est-ce qu'on nous fait tourner en bourrique, ou est-ce que nous sommes fous, pour le dire autrement? Parce que si nous sommes les co-créateurs, alors nous sommes fous. Si on est simplement les sujets de ces phénomènes-là, c'est-à-dire on nous vise, on s'amuse avec nous, alors nous sommes le jouet d'entités exogènes. Pour présenter des choses comme ça, c'est un peu comme ça que moi je vois le problème. Alors, la question, c'est la nature de ces phénomènes. Vous avez rappelé tout à l'heure le côté trickster de ces phénomènes en règle générale. Ils sont à la fois farceurs, ou en tout cas, ils nous apparaissent comme étant farceurs. Il y a cette notion de jeu avec nous, hein, d'interaction parfois même. On voit qu'ils changent d'aspect souvent. Le phénomène ovni peut changer d'aspect. Là, vous avez évoqué également les hommes qui peuvent se transformer en animaux, ou en tout cas, c'est comme ça que la légende le veut. On voit que le phénomène peut prendre plein d'aspects différents, mais on se demande si finalement, ce n'est pas ces caractéristiques-là qui regroupent tous ces phénomènes différents, du phénomène ovni aux phénomènes paranormaux, type poltergeist, hantise, etc. Finalement, c'est quand même à chaque fois le jeu entre l'ostentation et l'élusivité. Hein. Je me montre, je fuis, mais également je joue, j'interagis. Voilà. Et le changement de forme, le changement d'aspect. Alors, tous ces phénomènes-là, finalement, en règle générale, nous interrogent aussi sur la nature de notre réalité. Parce que ils sont en lien avec notre conscience, notre psychisme, hein, s'ils jouent avec nous, avec notre conscience, donc ils sont en lien avec notre conscience. Et si nous, on les produit, si nous sommes co-créateurs au minimum, alors ça veut dire que toute notre réalité est de nature psychique, c'est-à-dire un tout conscience, un tout mental. On le sait, dans les phénomènes paranormaux et même dans le phénomène ovni ou moi dans le phénomène que j'étudie, les coups de téléphone, nos objets, nos propres objets se comportent de manière extrêmement étrange. Dans le phénomène des coups de téléphone, qui n'est pas éloigné, comme on le peut le penser, du phénomène ovni, puisqu'on a eu des cas qui mêlent les deux, eh bien, parfois les téléphones cassés, éteints, débranchés, vont fonctionner pour permettre le phénomène paranormal. Donc, rien que à notre niveau, on peut se dire que notre réalité déjà prenait un bug à ce moment-là, puisque un téléphone cassé peut faire l'objet du phénomène et peut fonctionner comme un téléphone. À ce moment-là, donc, si nos objets se comportent de manière complètement impossible, alors ça veut dire que quelle que soit l'explication qu'on apporte exogène, les défunts nous contacteraient par téléphone ou des entités de type extraterrestre ou autre nous joueraient des tours par l'intermédiaire de nos objets, nos téléphones ou autres, eh bien, c'est notre réalité aussi qui est mise en question. Notre réalité elle-même
c'est ce qu'on nous montre peut-être à travers ces phénomènes, ou ce que ces phénomènes nous montrent, c'est que notre réalité n'est pas matérielle au sens où on l'entend, mais c'est un tout psychique, en vérité. Un tout psychique, et ça, moi, j'en suis de plus en plus certain. Rajouter par-dessus le phénomène des coïncidences ou synchronicités entre notre psychisme et la survenue de ces phénomènes-là, eh bien, vous avez tout de suite l'idée que finalement, nous formons un tout psychique et dans lequel nous évoluons. En fait, ces phénomènes paranormaux ou ovnis nous révèlent que nous sommes dans ce tout psychique. C'est ce que je pense personnellement. Très bien, merci. Et merci beaucoup, Laurent. Oui, oui, donc la matière serait une modalité d'expression Oui. d'un substrat psychique, hein, et ça rejoint bien sûr les philosophies de l'hindouisme et notamment du bouddhisme, etc. Et des réflexions contemporaines avec notamment Bernardo Kastrup, philosophe hollandais, qui travaille beaucoup sur cette notion d'idéalisme. Et comme tu le sais, bien sûr, puisqu'on en a beaucoup parlé ensemble. Alors, j'aime bien ton idée de cette façon de poser la question, est-ce que le phénomène est exogène ou est-ce que nous sommes co-créateurs du phénomène? Plusieurs personnes dans le chat ont réagi en disant c'est les deux, hein, et je pense que beaucoup sont d'accord avec ça, hein. Merci à tous pour vos remarques, hein, dans le chat, hein. On peut penser, de toute façon, si nous sommes co-créateurs du phénomène, nous le sommes avec une autre intelligence, nécessairement, en étant co-créateurs. On interagit avec quelque chose qui se trouve là, qui donc a une nature exogène, qui est extérieure à nous. Donc c'est complètement cohérent de penser que ce sont les deux aspects à la fois. Il y a quelque chose, il y a une intelligence, il y a de l'information. Ça, on va appeler ça la noosphère, ou ça passe par la noosphère, etc. Et nous, individus, nous interagissons avec cette information-là, et le phénomène se produit. Et ça rejoint aussi ce que dit aujourd'hui la physique quantique moderne, et on a des courants en psychologie aussi qui décrivent les choses de cette façon-là. Et d'ailleurs, à la fin du bouquin de Keller et Knapp, il y avait déjà cette idée d'aller voir du côté de la physique quantique, quoi, parce que bien sûr, ça amenait les notions de trous de verre, d'univers parallèle ou ce genre de choses, mais ça amenait aussi, bien sûr, la problématique liée à la conscience finalement de l'observateur qui contribue à faire advenir le phénomène dont il est témoin. En fait, c'est toute la question sur laquelle nous allons, je pense, ces prochaines années nous concentrer. Cette histoire d'exogène ou d'endogène, il va falloir que nous parvenions à une solution au moins acceptable pour nous permettre ensuite de passer à une autre question. Alors, c'est une philosophie idéaliste pure, il n'y a plus de question en fait. La question de endogène ou exogène, elle disparaît finalement. Oui. Si on va à l'extrême de la philosophie idéaliste, oui. Dans une forme de non-dualité, oui, hein, comme disent les hindous, qui fait qu'il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes une parcelle d'une vaste supraconscience, etc., etc. Donc, on va vers ça, effectivement. Au niveau de l'histoire de contagion, qui est très intéressante, il y a un bouquin qui est sorti aux États-Unis. Et alors, je l'ai parcouru, mais c'est plutôt sous la forme de récit plutôt que sur la forme d'une réelle étude. C'est des enquêteurs sur les lieux de poltergeist. Son titre, c'est Poltergeist, contagion et parallèle. C'est en anglais, Contagion and Parallels. Et on va juste se rappeler quand même que dans les années 60, hein, la clinique d'Arcachon, il y a eu un phénomène de contagion de poltergeist, puisqu'on a eu 2 fois, coup sur coup, des poltergeists qui se sont centrés sur 2 patientes différentes. La première, c'était Jacqueline, et la deuxième, c'est Angelina, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc, l'une est partie de cette clinique-là, et ensuite, le même poltergeist s'est reproduit, mais cette fois-ci, c'est centré sur une autre patiente qui venait d'arriver. Et donc, avec les mêmes caractéristiques du poltergeist, hein, c'était des jets de pierre à l'intérieur de la clinique. Donc, le phénomène de contagion dans les poltergeists, il est connu aussi, et il est connu en France, je veux dire aussi, voilà, depuis les années 60. Alors, contagion ou effet autostoppeur, c'est pareil, c'est ça, hein? Oui, ouais, on va l'appeler comme ça. Merci. Je voudrais qu'on recentre sur le skinwalker avec toi, Fabrice, si tu es d'accord, parce que un des reproches qu'on a fait à ce dossier, c'est de dire, bah, finalement, il y a eu beaucoup de choses de dites, il y a eu 30 ans de recherche, d'enquête, etc., de témoignages, mais on a très peu de choses vraiment solides en termes de science, en termes de données, en termes de photographie notamment, alors qu'on lit dans les livres qu'effectivement, il y avait des caméras partout, des appareils photo, des détecteurs de champs électromagnétiques, etc., etc. Les données vraiment scientifique pur et dur. Alors, on sait qu'il y en a qui sont certainement classifiés, effectivement, en vertu des relations qu'avait Bigelow avec le DIA, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment comme données scientifiques qui ont été, en tout cas, mises à disposition du public d'une manière ou d'une autre? Ouais, pas grand-chose.
Ouais, effectivement. Bon, on a toute une période où ça a été entre les mains effectivement des militaires et de Bigelow. Donc Bigelow, il n'a rien voulu rendre public. La DIA non plus, même si des requêtes ont été faites par des administrés. Donc de ce côté-là, on n'a rien. Et puis maintenant, bah, moi, je me félicite que le ranch ait été repris par Brendan Frugal parce que c'est une initiative qui est 100% civile maintenant. Et puis, on fait beaucoup de reproches à cette série en disant que c'est romancé, que c'est scénarisé. Mais en fait, non, c'est pas le cas. En fait, c'est du live. Sauf qu'effectivement, ils vont peut-être conserver que 2% de ce qui est enregistré en continu, parce qu'ils sont H24 sur le site. Je trouve qu'ils font un travail qui est magnifique et qui a d'intérêt public, voire scientifique. Alors, effectivement, ils ont pu enregistrer pas mal de VNI, des phénomènes physiques. J'ai parlé de ces dysfonctionnements sur les appareils, des traces au sol, etc. Mais rien qui soit vraiment probant, encore une fois, quoi. Si on reprend le témoignage des Sherman, Sherman s'est retrouvé face à des vortex dans le ciel avec des objets de forme cubique qui descendaient. Il s'est retrouvé face à des cryptides, et pas que lui, les scientifiques du NILS aussi. Mais tout ça n'a pas été enregistré ni photographié. Donc, on se retrouve de nouveau, encore une fois, devant ce phénomène, cette capacité à l'illusivité du phénomène. Et je pense à une chose maintenant, cette anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'à l'époque du projet de la DIA, vous aviez 5 militaires qui, tout à coup, ont senti une présence dans leur dos, ils se sont tournés, il y avait un ovni dans le ciel. Et ces 5 militaires chacun était équipé d'un équipement de vision nocturne infrarouge. Donc, ils ont pu chacun observer l'OVNI en le zoomant avec leur appareil de vision nocturne. Et quand ils ont fait le débrief, chaque militaire a vu un objet différent avec une forme différente. Ouais, incroyable. Incroyable, hein? Voilà, donc je ne réponds pas vraiment à la question. Mais... Bien sûr, tu réponds très bien parce que ça fait référence à ce que disait Michael aussi sur l'effet de sidération qu'il peut y avoir, qui fait que justement, il y a aussi des cas où quelque chose a été observé, mais ils n'ont pas eu le réflexe de déclencher un enregistrement quelconque. Donc ça, c'est frustrant. Mais en tant qu'insider, là, je m'adresse à vous, en tant qu'insider de ce milieu, vous connaissez des gens, notamment comme Jacques Vallée, vous avez accès à des informations un peu off, on peut dire, il y a quand même des choses qui peuvent sortir au bout de 30 ans d'enquête. Vous avez entendu des choses, et d'ailleurs, on a des images auxquelles fait référence Najib, dont tu vas nous dire si ça vaut le coup de les montrer ou pas, Fabrice. Hein, je parle du film de Jacques Vallée, là. Mais est-ce que vous avez eu des confirmations de la part de personnes comme ça qui ont été près du dossier qu'il y avait effectivement des choses incontestables, indubitables qui avaient été mises de côté ou en tout cas qui sont gardées au secret par des militaires ou autres? Très honnêtement, Jocelyn, moi, la seule personne avec laquelle j'aurais pu en parler, c'est Jacques Vallée. Brandon, j'ai pas creusé et je pense qu'à l'époque, il était encore en dehors, il était en train de monter son équipe et pas encore complètement dedans. Mais euh, ce que je pense, c'est que, et juste pour compléter, on a un phénomène aussi qui va, dans cette hypothèse de témoin qui est co-créateur, être différent et perçu différemment en fonction des personnes. C'est-à-dire que chacun va être une forme de filtre, à la fois un support, mais aussi un filtre, et il va projeter une vision à sa façon, j'ai envie de dire. Et là aussi où je m'interroge, alors, et je suis j'aime beaucoup les termes hein, endogène, exogène, et j'aime bien ce que Laurent a dit là-dessus. Mais pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a une bonne partie de ces phénomènes qui sont un peu passifs, c'est-à-dire que dans la vision que j'en ai de cette noosphère, ces phénomènes ont leur propre vie, au sens automatique, au sens presque comme dans un réseau de neurones, au sens presque comme une IA, si vous voulez. Et ce réseau d'informations qui représente ce phénomène dans la noosphère, le cas échéant, euh, il doit aussi être revitalisé ou quelque part rafraîchi de temps en temps. Parce que si c'est pas le cas, il va finir par être détruit parce qu'il sera plus en cohérence avec l'environnement du monde réel. Alors il y a ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il va se passer des choses. Pour moi, il n'y a pas forcément une intelligence et une conscience derrière. Voilà. C'est-à-dire que, et je voulais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que
Il peut y avoir parfois une intelligence, une conscience, oui, mais il me semble que malheureusement, on va être le jouet euh, de cette accumulation d'informations et cette résurgence d'informations malgré nous et en fonction du contenu de cette information qui pourrait exister dans la noosphère. Et je mets bien des guillemets. Et la noosphère, pour moi, c'est pas une intelligence. C'est pas. Alors, c'est un réseau d'informations. C'est comme un réseau de neurones. Alors oui, on peut voir, mais c'est assez froid. Enfin, c'est pas une conscience. C'est ça que je voulais dire exactement. On peut le voir comme une forme de méta-intelligence. Il y a un réseau d'informations, mais il n'y a pas de conscience. Ou alors, s'il y a une conscience, elle est juste émergente au sens ces entités, leur seul objectif entre guillemets pourrait être de survivre. Et moi, j'ai été frappé aussi par ces apparitions mariales où elles disent priez pour moi. Priez pour moi, c'est totalement égocentrique comme injonction. C'est-à-dire que c'est absolument pas pour quelque chose qui se veut religieux, très beau et très spirituel, orienté vers l'autre. C'est totalement égocentrique. Et d'une certaine façon, on le voit en génie génétique, quand on fait des algorithmes génétiques, au moment donné, les organismes qui vont survivre après des milliers et des milliers de générations, voire des millions, ce sont les organismes qui sont autopoïétiques, qui sont capables de récupérer de l'information et de l'énergie à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont capables, presque de façon mécanique, de se nourrir de leur environnement. Et ces structures, d'une certaine façon, si elles ne sont pas nourries, elles disparaissent. Après, j'ai jamais eu malheureusement l'occasion d'en parler avec Jacques Vallée, et je dis, j'ai juste cette frustration sur cet aspect-là. Quand j'écoute les reportages, je trouve qu'il y a un manque de discernement, justement, sur l'aspect psycho. Est-ce que c'est purement psychologique ou est-ce que c'est physique? Et je trouve que les intervenants ne font pas assez la part des choses. C'est-à-dire que ils mettent presque tous les phénomènes au même niveau, comme si c'était étal. Et c'est pas le cas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité, encore une fois, et faut savoir distinguer les choses. Et donc, je suis assez frustré, en fait, de ce que j'observe aujourd'hui sur le terrain. Mais ça répond pas spécialement à ta question, mais bon. Non, non, mais c'est intéressant parce que quand tu parles d'une intelligence artificielle qui peut être derrière des phénomènes comme ça, et il faut que cette intelligence artificielle ait elle-même une origine quelque part et qu'il y a. C'est nous, tu as raison, mais c'est nous qui la nourrissons. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce sont des idées, ce sont. Voilà. D'accord. Donc on reste dans la notion d'archétype, de forme pensée, ou ce genre de choses. Pour ce qui me concerne, mais c'est qu'une hypothèse, encore une fois. D'accord. Fabrice, est-ce que ça vaut le coup de montrer l'image du câble sectionné ou pas, ou est-ce que tu peux simplement nous la décrire? Oui, alors moi, je ne l'ai pas sous la main, là, l'image. Non, non, mais je sais que Najib est prêt à l'envoyer, mais est-ce que ça vaut le coup de la montrer? Bah, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est vrai, la question de la preuve se pose et je comprends les sceptiques et les critiques qui disent bah, ça fait 30 ans que le ranch est sous observation, on a très peu d'éléments très concrets, de preuves matérielles et je pense que cette anecdote montre à quel point le phénomène est capable, je dirais, de pouvoir agir à l'insu de nos perceptions, en fait, nos capacités d'enregistrement. Il n'y a pas Voilà. l'image, en fait. D'accord, d'accord. Excuse-moi. Oui, Najib dit qu'il n'y a pas l'image, c'est juste le témoignage de Jacques Vallée qui dit qu'il a vu ça lui-même, hein. Il a été témoin de ça, lui, à la jumelle, c'est ça? Non, alors en fait, je vais essayer de paraphraser ce qu'a raconté Vallée. C'est-à-dire que quand Leeds a pris possession du ranch, c'était en 95, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont installé des caméras partout. L'idée est de ne pas perturber l'environnement, parce qu'ils avaient bien cette sensation, cette compréhension, cette intuition que le lieu était très spécial et qu'en science, quand on veut observer un phénomène, ben, on essaye de perturber le moins possible de manière à ne pas bousculer les variables. Donc, ils ont uniquement installé des caméras. Et puis, en fait, l'idée, c'était de se dire, eh bien, s'il y a une caméra qui tombe en rade, il faudrait avoir une autre caméra en face qui puisse enregistrer pourquoi elle tombe en rade. Donc, en fait, les caméras se font face de manière à pouvoir se surveiller entre elles, si on peut dire ça comme ça. Et puis, effectivement, une des caméras est tombée en rade. Donc, l'autre caméra qui est en face l'a filmée tomber en rade. Et quand ils ont été observés, cette caméra tombée en rade, ils se sont rendus compte qu'un câble a été sectionné. Mais quand on visionne l'autre caméra qui fonctionnait, qui filmait la caméra qui était tombée en rade, eh bien, effectivement, on ne voit rien qui coupe le câble.
qui sectionne le câble. Donc, ça reste un mystère total. Je ne sais pas si j'ai bien résumé l'histoire. Oui, on comprend que ouais, ça ajoute du mystère au mystère Bah encore. oui, mais ça peut expliquer l'élusivité. Oui, oui, bah, je sais qu'effectivement, Philippe Guimand a une théorie là-dessus, c'est une histoire de bulle quantique qui empêche que les événements soient enregistrés, filmés. Je ne saurais pas où expliquer hein, sa théorie. Je ne sais pas si toi, tu es prêt à le faire, Fabrice, mais il y a des raisons pour l'élusivité, en quelque sorte, de ces phénomènes-là. On peut aller chercher, Alors là, on peut aller tu chercher les m'avais. arguments. Voilà, on peut aller chercher les arguments, en tout cas dans la physique de la conscience et des chercheurs comme Philippe Guillemot et quelques autres. Hein. Laurent, sur l'élusivité, ça c'est un sujet. Ben oui, ça fait partie du paranormal et en règle générale, hein, l'autre mot du paranormal, ça pourrait être l'élusivité de certains phénomènes. Point. C'est-à-dire qu'ils se produisent, ils se montrent et ils disparaissent. Hein. On court après en permanence, on court après en permanence. Alors, il y aurait une autre explication, ce serait d'ordre psychique. Si on considère qu'on est dans un tout psychique, on pourrait dire que l'élusivité, c'est un refoulement collectif. C'est un refoulement collectif de ces phénomènes-là, finalement. Pourquoi ces phénomènes ne durent pas? Pourquoi les défunts ne nous contactent pas plus souvent via les téléphones, hein? C'est le sujet sur lequel je bosse et c'est une question que je me suis posée à la fin de mon livre. C'est pourquoi ça ne se produit pas plus souvent? Pourquoi ça se produit que pour quelques personnes qui ne sont pas les plus en deuil en plus? Enfin, je veux dire, il y a pire dans le deuil que ces personnes-là. Il y a plus atroce, je veux dire. Pourquoi ça ne se produit pas plus souvent, etc. Mais peut-être parce que collectivement, nous refoulons. Et une des causes de la lésivité en règle générale des phénomènes dits paranormaux, ça pourrait être ce refoulement collectif. On n'en veut pas. Notre partie rationnelle n'en veut pas. Donc, on essaie de maintenir un équilibre stable dans ce monde. Et donc, tout ce qui nous paraît pas, tout ce qui nous est inconnu, inexpliqué ou qui nous fait peur, on le refoule et ça disparaît aussi sec, quoi. Voilà. Dans le phénomène des coups de téléphone, on a des textos qui arrivent. Les personnes vont les consulter une fois, deux fois, la troisième fois, ça s'efface. C'est une des caractéristiques typiques du phénomène. Ou alors, on a un message répondeur d'un proche décédé, en tous les cas en apparence d'un proche décédé, hein, c'est supposé. On a la voix, la personne donne des détails, etc. C'est un truc, il est incroyable, c'est bien post-mortem. Les personnes écoutent une fois, deux fois, et troisième écoute, ça disparaît. Ça aussi, c'est de l'élusivité. Est-ce que ce n'est pas finalement une preuve de ce refoulement collectif, psychique, total, de tout ce qui nous est, de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre raison, finalement. Pour compléter, moi, Laurent, excuse-moi, Jocelyn, 2 secondes. Je fais l'intermédiaire, je te donne la parole tout de suite. Ça Oui. me fait penser c'est une piste complémentaire, c'est-à-dire élusivité, effectivement, déni collectif, rejet collectif, inconscient, mais ça peut être aussi une volonté d'un phénomène qui se manifesterait de manière sporadique, ponctuelle, de manière ostentatoire, justement, Ouais, mais ça ferait des milliers d'années qu'ils jouent à ça. pour nous habituer. Oui, ça ferait des. Vas-y, Michael, je t'en prie. Oui, non, mais c'est ça, c'est complété dans cette idée-là, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a l'aspect, pour moi, conscience collective et ce que j'appelle la rétroaction de la conscience collective générale, c'est-à-dire que on a souvent vu au travers du cinéma, et là on va parler de concret, hein, la conscience telle qu'on l'observe se manifester au travers de notre culture, de ceux qui imaginent ce que peuvent être les extraterrestres. On va dire 3 fois sur 4, c'est un méchant qui vient nous coloniser et qui vient faire de nous ces marionnettes. Et ça, si on rapproche ça à la conscience collective, certes, le phénomène a toujours été là. Je suis d'accord aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un bruit de fond, il y en a toujours eu depuis des milliers d'années. Mais depuis 3 générations, depuis 45, c'est monté en puissance énormément. Et au point qu'effectivement, on a eu ces vagues d'observation et on a eu une transformation de la société qui a accompagné ces observations en termes de pensée autour de ces sujets. Et ce que je veux dire, c'est que il me semble que c'est pas pour rien que ces manifestations qui pourraient être psychiques, comme les abductions, euh, sont aussi négatives. C'est-à-dire, et c'est la question que je me pose, est-ce que finalement, ça pourrait pas être, et là je parle de conduite du changement au niveau de la conscience collective. Si on voit la conscience collective comme un réseau de neurones à l'échelle planétaire, donc qui
quelque part a vécu tranquille, sans extraterrestres ou sans intelligence exogène pendant des milliers d'années, globalement, et qui, mis à part quelques petites intrusions, peut-être, voilà, mais epsilon, et qui un jour est confronté à ça, et ça ressurgit à l'échelle du ciné, de la culture, etc., et on voit que c'est plutôt négatif, on en a une image, on a peur, et parce que quoi, on a peur de l'étranger, on a peur, du colonisateur, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement dans la noosphère, d'une certaine façon. Et que quelque part, les images que peuvent projeter la noosphère ne seront pas positives pour moi. On est dans la conduite du changement à ce stade-là aussi, au sens, on va basculer d'un schéma à un autre schéma, et il y a une transition qui s'opère. Et voilà, et donc ces expériences qui sont menées par des gens qui sont allongés, etc., traumatisme, etc., plus effectivement euh, des créatures qui peuvent parfois faire peur. Euh, est-ce qu'on n'est pas confronté à ça? Et c'est une question que je me pose. Et en tout cas, c'est une hypothèse que j'ai dans un coin. Et encore une fois, qu'il faut mettre dans un coin et qu'il faut pas présenter comme si c'était ça la solution, hein. Je suis très prudent là-dessus. Ben oui, parce que tu parles de conduite du changement, donc ça nous envoie directement sur les agents du changement, n'est-ce pas, Fabrice? Fabrice, tu as écrit là-dessus, sur cette idée que ces phénomènes peuvent être aussi liés à un système de sauvegarde ou de défense de la Terre, de Gaïa, comme l'a dit Najib. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire Michael? Oui, bah, évidemment, quand il a prononcé agent et changement, je pouvais Ouais, je sais pas penser s'il a qu'à mon dit agent, livre. il a dit, C'est pas fait exprès, hein. il a dit conduite du changement. Je Oui, ne- oui bah, mon premier ouvrage, je l'ai écrit il y a 20 ans. C'était en 2002-2003, les agents du changement. Bah, j'ai fait deux liens. J'ai fait le lien entre l'ufologie, entre les ovnis et l'écologie, en particulier nucléaire, mais Michael, tu l'as fait aussi. Et puis le lien entre les ovnis et la conscience. Donc, tu mets tout ça, tu mets dans un sac, tu secoues, tu fais un peu le lien avec des expériences de mort imminente, avec d'autres phénomènes paranormaux, et puis tu arrives à la conclusion assez rapidement que le phénomène a toujours été là, comme tu l'as dit, qu'il était là en bruit de fond, qu'il s'est réveillé depuis l'explosion de la première bombe atomique, et puis qu'il apparaît à certaines personnes, je dirais, alors, il apparaît à tout le monde, mais en particulier à certains types, on en a parlé ce soir, et à certains endroits, tout ça on en a discuté, et qu'il a un effet sur la conscience, mais ça Jacques Vallée en a parlé, des témoins, bon, il a eu un effet aussi sur ma conscience à moi, et tu te dis, bah, effectivement, tu en viens à creuser bah, la noosphère, tous ces concepts-là, et moi j'ai développé de cet ouvrage l'idée que le phénomène ovni serait des productions de Gaïa. Donc, je suis parti de l'hypothèse de James Lovelock, mais je l'ai un peu plus développé en disant qu'effectivement, non seulement la Terre est un être vivant, mais ça, c'est prouvé, parce qu'il y a il y a des mécanismes homéostatiques qui sont en place, mais qu'elle est douée d'une conscience et qu'elle, d'une certaine manière, on alimenterait, nous, cette conscience, mais on l'alimenterait de manière inconsciente. C'est la forme des consciences qui créerait une super conscience. Donc, c'est un petit peu ce que tu as dit avant, et que cette super conscience de Gaïa manifesterait à nous ces phénomènes que malheureusement on interprète au premier degré, mais qui sont des phénomènes qui sont porteurs de messages, souvent à niveau symbolique ou métaphorique, alors qui sont soit ciblés sur des individus particuliers qui ont des prédispositions, et je pense que j'en fais partie, soit qui sont ciblés à la collectivité, je pense au phénomène des agroglyphes, hein, des crop cycles, voire même des mutilations de bétail qui sont aussi porteuses de beaucoup de symboles. Et tout ça, en fait, serait mis en place pour provoquer, si tu veux, une prise de conscience sur les dangers qu'on fait courir à la planète d'un point de vue de l'écologie au sens large. Voilà. Donc ça, c'est l'idée que j'ai défendue en 2003-2004, qui a été très mal reçue par les ufologues de l'époque, qui étaient bientôt les boulons, tu vois. Donc pour eux, bah, je ramenais tout au psy, je disais que le phénomène n'était pas physique, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais nié la physique, l'aspect matériel du phénomène, mais j'ai dit qu'effectivement, il y a tout un aspect lié à l'écologie et à la conscience qu'on n'avait pas pris en compte. Je me félicite que maintenant, 20 ans plus tard, on ait cette discussion et qu'on semble tous plus ou moins d'accord pour dire que la conscience et l'écologie jouent un rôle important dans ces phénomènes.
c'est très bien. Après, moi, j'ai revu un petit peu ma copie, surtout à la lumière des récentes déclarations et enfin, qui sont sorties hein, dans la presse, des militaires, etc., sur l'aspect de rétro-ingénierie, de crash d'OVNI, etc. Et je me dis que la réalité est bien plus complexe que j'imaginais en 2003, qu'il y a aussi tout un aspect matériel au phénomène. Alors, je ne disais pas qu'il était matériel, mais qu'il y a vraiment, pour moi, il y a de la substance là derrière aussi. Donc, je continue à me questionner hein, sur l'origine du phénomène et je pense qu'il y en a même plusieurs des origines à ce phénomène. Je pense on se retrouve face à une collection de choses différentes qui s'amalgament et qui donnent ce qu'on observe. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michael ou Laurent. Hein, ouais, je peux rebondir en vitesse. Donc, pour revenir, soit on considère que c'est exogène, et à ce moment-là, on peut s'intéresser, on peut penser qu'il y a plusieurs choses, effectivement. Soit on considère que c'est endogène, c'est-à-dire que nous sommes les créateurs ou co-créateurs au minimum inconsciemment de ces phénomènes-là, et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose, c'est-à-dire nous, notre âme, notre inconscient, notre conscience. Appelons ça comme on veut. On parlait de Gaïa tout à l'heure, on pourrait appeler ça aussi l'âme du monde. Et on remplace les mots et ça fonctionne. Le raisonnement est le même avec l'âme du monde qui communique avec nous. Hein, et nous ne serions qu'une seule parcelle de cette âme du monde finalement. Toutes ces questions-là, en fait, on continue de les chercher. On est des chercheurs. Hein, on continue de réfléchir là-dessus. On continue de se questionner. Et je pense que c'est tout à notre honneur de dire aux auditeurs, mais également de le dire dans nos livres, que nous cherchons, nous ne faisons que des hypothèses, et plus nous cherchons, et plus nous nous posons de nouvelles questions. Hein. Donc, moi, je trouve ça passionnant, et c'est aussi ça, ces phénomènes, c'est aussi nous faire évoluer, nous faire réfléchir, et nous faire questionner le réel, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Ouais. Et oui, juste pour dire un mot, c'est vrai que pour ce qui me concerne, la composante physique du phénomène euh, n'a pas de, enfin, je ne veux pas dire que j'ai pas de doute, mais euh, je n'ai pas en tout cas trop de doutes là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, au vu des études, des calculs de corrélation qui ont pu être menés, etc., évidemment des investigations, des enquêtes de terrain sur les phénomènes inexpliqués, il y a des choses. Après, ce que sont ces choses, c'est une pluralité de phénomènes derrière. On ne peut pas réduire encore une fois. Et simplement, ce que je pense, c'est que d'un côté, il y a ces phénomènes physiques, certains qui pourront s'avérer être naturels un jour, on aura peut-être une explication à des formations de plasma, etc. D'autres, peut-être des intelligences extraterrestres, on va dire entre guillemets tous les boulots. Mais tout ça, ça communique avec la conscience collective et Gaïa, d'une certaine façon. Et donc, on a ce dialogue, pour moi, et cette rétroaction entre Gaïa et ces phénomènes, quels qu'ils soient, j'ai envie de dire, d'origine extraterrestre, ils pourraient ne pas être extraterrestres. Ils pourraient tout simplement être des phénomènes terrestres que l'homme ne comprend pas. Mais à un moment donné, face à l'abîme, l'homme se pose des questions, il a des peurs, et il les renvoie dans cet espace qui est la conscience collective, ces peurs. Et cette conscience collective va lui répondre d'une certaine façon, elle va lui renvoyer de l'information. Et je pense qu'on va avoir effectivement des observations, et ça c'est bon, c'est qu'un avis, c'est qu'encore une fois qu'une hypothèse qui mériterait d'être étudiée vraiment profondément, mais peut-être plus de certaines typologies d'observations liées à la conscience collective, qui sont peut-être différentes de celles qu'on va trouver par ailleurs, on va dire, dans le monde physique ou réel. Peut-être des manifestations, peut-être d'ordre plus boule de lumière, typiquement. Peut-être, entre guillemets, plus simple à manifester, ou plus simple, entre guillemets, pour un témoin à imaginer ou à se représenter, je ne sais pas. Et puis après, on a effectivement, quand il y a une paralysie du sommeil et quand on peut avoir un doute très profond sur ce qui se passe, est-ce que c'est un phénomène qui est un phénomène finalement réellement psychique ou est-ce que c'est un phénomène qui est peut-être réel? Là aussi, hein, je ne réduis pas certaines
observations qui pourraient être peut-être des créatures qui viennent voir le témoin, j'en sais rien. Mais malgré tout, euh, moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'on peut voir s'il y a un cadre particulier qui fait que, et c'est ce qu'ils essayent de faire en psychologie clinique, en tout cas, les chercheurs, un cadre particulier qui définit finalement ces phénomènes psy. Quand je dis psy, au sens euh, de nature psychologique et, et où le témoin peut être le support de projection, d'idées ou d'informations. Mais c'est un travail de recherche. Enfin, pour moi, là, on peut pas répondre aujourd'hui à ce genre de questions. Alors, moi, ce que je retiens pour ma part, Laurent, je te redonne la parole si tu veux, c'est la façon dont ce lieu, le Skinwalker Ranch, concentre justement toutes ces questions-là, à partir d'une variété de phénomènes, mais concentre justement toutes ces questions métaphysiques, ontologiques, quoi. Et le fait qu'il y ait à la base cette mythologie quand même amérindienne avec les Utes donc, et les Navajos, je trouve ça vachement significatif aussi parce que eux, ils ont toute une relation à ce que nous on appelle le surnaturel, qui fait partie de leur environnement normal, donc qui fait partie du monde naturel pour eux finalement. Et bien sûr, une conscience écologique extrêmement développée, puisqu'ils vivent en harmonie, en osmose avec les ressources de leur environnement. Donc, c'est intéressant qu'il y ait à la base de cette histoire-là, cette mythologie amérindienne, ce skinwalker, donc qui a donné le nom en plus au lieu, etc. Je pense que c'est extrêmement significatif. Oui, puis il y a l'histoire de ces zones-là, de ces territoires-là. Hein. On pense au col de Vence, on pense donc au territoire du ranch. On pense aussi peut-être, alors moi j'ai encore des doutes sur le phénomène, je m'excuse, des crop circles. J'ai pas de, enfin, j'ai des doutes sur tout, donc comme ça le problème est réglé, mais sur celui-là, Ton prochain celui-là aussi. spécialisation. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelqu'un qui bosse dessus en ce moment, c'est Braji Belovac, on peut le citer, jeune chercheur qui bosse sur ces questions-là, de savoir quel est l'environnement, la nature des terrains qui permettrait peut-être potentiellement la création de ces phénomènes. Et je trouve sa recherche vraiment intéressante. Mais elle n'est pas contradictoire avec l'idée d'un tout psychique, hein, parce que ces territoires, ces zones sont aussi des zones à la fois matérielles pour nous, oui, mais c'est aussi potentiellement donc des zones psychiques, tout simplement. Hein, des zones psychiques aussi. Si toute la matière est aussi psychique, on parlait de densification de la psyché ou quoi, je ne sais pas, mais voilà, on n'est pas forcément antagoniste hein, quand on étudie les sols ou quand on étudie l'environnement pour expliquer ces phénomènes-là, ou quand on dit on est dans un tout psychique et ces zones-là sont des zones psychiques particulières. Voilà, on dit peut-être la même chose. Fabrice, on va conclure. J'aimerais que tu nous dises dans quel sens justement les chercheurs aujourd'hui orientent leur réflexion, leur recherche sur ce lieu en l'occurrence, et puis des phénomènes apparentés. Je crois que tu as évoqué l'idée de provoquer le phénomène, notamment en interagissant avec le sol ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on va vers cette dimension de recherche, de contact, de communication avec certaines dérives qu'on a déjà connues? Je vais le citer Stephen Greer, je ne suis pas un expert de tous ces dossiers-là, mais il me semble que ça a assez vite dérivé quand même. L'idée de contacter le phénomène ou même de contacter les entités extraterrestres, etc. Est-ce que tu penses que c'est une voie d'avenir? Est-ce que les Américains sont sur cette ligne-là? Et comment faire ça bien? L'équipe de Brandon Frugal sait et a observé deux choses. La première, c'est en faisant des trous dans le sol, là, ils ont utilisé des foreuses, eh bien, ça provoquait des effets physiologiques sur les personnes à proximité. Donc, certaines personnes ont été hospitalisées, d'autres ont eu des nausées ou des vertiges. Donc, c'est vrai que si on reprend les premiers épisodes qui ont été diffusés, il n'était pas question de faire des trous dans le sol, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que quand c'est les Myers qui ont vendu le ranch aux Shermans, ils ont dit, OK, vous faites ce que vous voulez, mais surtout, ne creusez pas. Voilà. Donc, il y a quelque chose avec le sol, en tout cas. Ça, ils le savent. Il y a quelque chose dans le sous-sol. Alors, il y a eu des analyses qui ont été faites avec des sondes, des radars, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais le nom m'échappe. Effectivement, ils ont pu observer des masses dans les mésas.
Tu sais, tu as des petites collines, on appelle ça des mesas. Des plateaux, là, ouais, des plateaux des collines en hauteur aplaties, c'est En ça? hauteur, voilà. Donc, ils ont pu observer avec des instruments de sonde et puis de radio plutôt du sol, qu'il y avait effectivement des choses qui étaient enfouies dans le sol. Mais quoi, on ne sait pas. Donc ça, c'est une première piste à creuser. Et la deuxième, c'est qu'il y a une zone qui se trouve dans le périmètre du ranch qui s'appelle le triangle, donc le triangle, où chaque fois qu'ils se baladaient en hélicoptère, ils lançaient des ballons sondes, où ils faisaient des mesures, eh bien, il y avait des observations d'OVNI au-dessus de cette zone qui s'appelle le triangle. Avec aussi des effets sur les équipements qui étaient embarqués en particulier dans les hélicoptères. Donc là, il y a aussi quelque chose à faire au niveau des airs. Donc, on a quelque chose au niveau du sous-sol, on a quelque chose au niveau des airs. Donc, je pense qu'ils partent dans cette direction. Je crois qu'il y a toujours cette hypothèse du vortex qui est favorisée chez l'équipe de Brandon Frugel. Et voilà où j'en suis. Et donc, ces recherches-là, c'est de la recherche ou c'est vraiment produit pour faire de la télé, quoi? Est-ce qu'on peut parler de recherche quand même? On peut parler de recherche, mais on n'est pas vraiment dans un cadre expérimental rigoureux non plus, parce qu'on on n'est pas dans un laboratoire. Alors oui, je parlais d'un laboratoire du surnaturel, mais on n'a pas les conditions d'un laboratoire. Donc, on procède à tâtons par essai-erreur. Et donc, ça, c'est une forme de science expérimentale, mais pour moi, effectivement, on est plus proche de la science que du divertissement. Après, ils en font une série. Moi, je sais très bien que ce genre de choses soit diffusé à la connaissance du public. Je pense que c'est plutôt bien mené, c'est bien monté, c'est bien fait. Et puis, effectivement, il y a aussi une question économique derrière. Ça coûte très cher. On a accusé Brandon Frugel à vouloir faire de l'argent avec cette série, mais finalement, ça lui coûte plus que ça lui rapporte. Donc, je trouve que cette bonne guerre, avec tout l'équipement qu'il a investi, avec les équipes qui sont sur place H24, et puis pas que les équipes de scientifiques, les équipes de tournage, je trouve que cette bonne guerre qu'il en fasse aussi une machine à faire rentrer un petit peu d'argent, même s'il en a déjà beaucoup, parce qu'il y a derrière, il y a du travail, tout simplement. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Ok. J'incite tout le monde à lire, hein, dans le chat, il y a plein d'infos complémentaires. Je vais donner la parole à Laurent si tu veux ajouter un mot, et puis on laisse Mickaël conclure derrière. Oui, je vois qu'on est depuis tout à l'heure, de toute façon, et comme en règle générale, dans le domaine du paranormal, on est toujours en train d'essayer de savoir si c'est matière ou psychique, hein, de savoir si nous sommes inclus dans le phénomène ou pas, si nous sommes simplement la cible des phénomènes. Tout à l'heure, Mickaël a évoqué le rôle peut-être des hormones, de nos hormones dans la création, co-création ou dans la survenue de ces phénomènes. On pourrait aussi parler autrement que d'hormones, de parler d'état psychique, parce que dans le domaine des poltergeists, on sait que finalement, une frustration, une vexation peut créer des phénomènes, peut être aussi à l'origine des phénomènes, même si c'est vrai, les poltergeists surviennent plutôt avec des personnes plutôt jeunes. Mais en règle générale, ça peut aussi survenir avec un état psychique particulier. Moi, si je reviens avec ce que j'ai vécu moi en 2003-2004 au niveau du paranormal, je sais qu'à l'époque, j'étais quand même victime d'anxiété généralisée. Voilà. Et ça, je le dis, hein, voilà, clairement, parce que je fais le lien, moi, entre. Voilà. Est-ce que c'est cette faille qui a permis ou qui a été favorable pour la survenue de ces phénomènes? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, à chaque fois, on essaie de savoir, on est entre deux, alors, psychique, matériel, exogène, endogène, on est tout le temps dans ces questionnements-là. Et je trouve ça fascinant qu'on y soit toujours, qu'on soit toujours sur ces questionnements, voilà, où on voit que finalement, à chaque fois, c'est les deux. Hein, pour répondre définitivement à cette question-là, pour tenter de répondre définitivement à cette question-là, c'est les deux. C'est les deux qui sont. À chaque fois, quand on se pose la question de savoir si c'est l'un ou l'autre, la réponse, c'est les deux. Enfin, c'est ce que je pense maintenant. C'est valable dans beaucoup de cas. Merci, Laurent. Mickaël, je te laisse la parole si tu veux ajouter quelques mots. Ouais, effectivement, on parle d'hormones, et en fait, j'ai parlé d'hormones, mais effectivement, bien sûr, derrière les hormones, je pensais aux neurotransmetteurs, c'est-à-dire, à un moment donné, il se passe quelque chose au niveau du corps. L'information, ensuite, elle est canalisée
par les nerfs et il va y avoir de l'information qui va être transmise au cerveau. Et donc après, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe effectivement dans le cerveau. Et en particulier, il y a des expériences que j'aimerais voir mener. C'est des expériences sur les méditations, parce que je dis les parce que quand on choisit une méditation, il n'y a pas qu'un seul type de méditation. Il y en a des dizaines. Très intéressant de voir ce qu'il se passe. Et ça, c'est des discussions que j'ai eu l'occasion d'avoir avec une personne qui en pratiquait. En fait, il y a des méditations, par exemple, pour obtenir de l'énergie. Il y a des méditations pour ressentir de la paix. Il y a des méditations pour ressentir de l'amour, etc., etc. Et une méditation vous plonge d'une certaine façon dans un état émotionnel et psychique. Et vous choisissez un état émotionnel et psychique, d'une certaine façon, vous sélectionnez un état émotionnel et psychique. Et de là, effectivement, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce que tel ou tel état est susceptible, effectivement, parce que ça peut être connecté. Là, c'est maîtrisé sur une méditation ou sur, on va dire, une plongée dans un état psychique choisi. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que un témoin qui observe quelque chose, qui prend peur ou qui est dans une situation de stress, et c'est là aussi où il va se passer des choses, ne maîtrise pas. Et là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des protocoles justement où on maîtrise ces états psychiques, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre en condition pour observer des choses dans un environnement donné. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la fin de la planche, mais de la présentation que j'ai faite. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je chercherais à faire si j'étais là-bas, au Skinwalker Ranch, c'est-à-dire que avec des mesures des ondes cérébrales à ce moment-là. Voilà. D'accord, intéressant. Plonger les gens en état de transe et état modifié de conscience et puis mesurer ce qui se passe en termes d'ondes cérébrales, etc. Ouais, je peux me permettre juste de rebondir sur ce qu'a dit Michael, mais en fait, ça a été fait dans l'un des épisodes du Skinwalker Ranch. Ils ont fait venir un rabbin alors c'était pas des méditations, mais c'était des prières. Donc on se rapproche un petit peu de l'idée et des phénomènes ont été observés. Puis tout ça, bah, évidemment, ça fait écho aux rencontres rapprochées du cinquième type, telles que moi je les pratique et telles que Greer les pratique aussi. C'est-à-dire qu'on se met dans un état de méditation, on pose des intentions, on part du principe que la conscience, en fait, étant tout, est une propriété fondamentale de l'univers. Et puis donc, on cherche à provoquer l'apparition du phénomène, comme le rabbin l'a fait sur le Skinwalker Ranch. Hmm. Avec quel résultat? Avec souvent, souvent rien du tout. C'est ça qui est assez intéressant, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'observations d'OVNI et souvent, elles n'étaient pas provoquées, la plupart du temps pas provoquées, mais j'en ai aussi fait des fois des provoquées. Ouais, des fois, ça fonctionne. Voilà. Mais après, l'intention de groupe est importante, donc c'est pour ça les gens, effectivement, on essaye de les trier un petit peu sur le volet. S'il y en a des gens qui sont avec des vibrations de peur au niveau des émotions, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il faut que l'intention soit commune et puis il faut qu'il y ait une cohérence au niveau de l'intention, dans ce qu'on envoie comme vibration. Et puis, il faut qu'on soit dans un certain état émotionnel, effectivement. J'essaye aussi de sélectionner dans mes RR5 des gens qui ont déjà eu des contacts avec le phénomène, des contacts positifs pour la plupart. De toute façon, la plupart des contacts sont positifs et qui sont effectivement dans cette joie et dans cette envie d'accueillir le phénomène OVNI. Donc voilà, on travaille sur des protocoles là-dessus. Donc ça se fait, mais bon, on n'est pas forcément avec des électroencéphalogrammes sur le crâne quand on le fait, mais ce serait intéressant de le faire. Ouais. Messieurs, merci infiniment. Est-ce qu'il reste un mot à dire? Et là, j'imagine que oui, parce que c'est un dossier qui reste ouvert de toute façon, mais est-ce qu'on s'en tient là pour ce soir? Merci. On va Ouais, juste dire qu'on continue de chercher tous parce qu'on est des chercheurs c'est et ça. on ne s'arrêtera pas de chercher, quoi. Voilà. Le vrai problème qu'on a, c'est de se poser les bonnes questions surtout. Et je suis content quand j'entends des chercheurs comme Fabrice tout à l'heure qui dit moi j'ai revu ma copie et effectivement on n'a pas peur de revoir notre copie en fait, hein. Et en permanence c'est ce qui fait notre qualité de chercheur véridique, hein, véritable je veux dire, pardon, c'est de revoir notre copie en permanence. Moi c'est incessant, je pense que chez vous aussi. C'est important. Et puis surtout, sur des phénomènes comme ça, il faut de la pluridisciplinarité et de Ouais. l'interdisciplinarité. Il faut des Oui, gens qui ne sont pas simplement dans des silos. c'est C'est ça, ça, la difficulté aussi, hein, c'est parce que ça, ça ouais, devient forcément complexe de manière assez vite exponentielle, parce qu'il y a tellement de domaines là qui sont concernés que voilà.
d'être à l'écoute les uns des autres aussi, parce qu'il y a des trucs qui nous échappent, forcément. Absolument. Merci, messieurs, merci à tous. On reviendra sur ce dossier peut-être par un autre cas, un autre angle, mais en tout cas, voilà, ça reste du work in progress. Merci beaucoup, Merci Fabrice. beaucoup. Merci. À Merci. bientôt. À bientôt. Bonne fin de À soirée. bientôt. À bientôt.